Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live tout le monde. international. Oui, oui, alors je tiens à m'excuser d'avance si je me mets à disparaître de cette émission. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait des tests. Le Wi-Fi allait avant que je lance le live, ça allait plus en lançant le live, donc je suis repassé sur de la 5G et voilà, je suis en direct de la Thaïlande. Je sais pas s'il y aura beaucoup de décalage entre le moment où j'arrêterai de parler et quand Léo va reprendre. On va découvrir la vitesse de la lumière en temps réel. En tout cas, ça va être une émission sympa. Ça va être une émission sympa. On va revenir du coup sur les nouveautés liées à Starknet, notamment les airdrops, le fait qu'il va y avoir un second airdrop d'ailleurs, puisqu'il y a eu le bureau des plaintes de manière justifiée vis-à-vis de Starknet. On reviendra un petit peu sur l'actualité et puis on parlera surtout, je pense, de technique parce que je vois beaucoup de mouvements au niveau de BTC, des alts, etc. Petite chemise, à ce que je vois. Petite chemise, on s'est mis doux, tu vois, on fait péter le, on fait péter le col. Là, on est au prime, là. On est au prime de notre divertissement. Bon, en tout cas, bonne émission, je pense, en préparation. Pas mal de choses qui bougent sur ce marché. Je crois que du coup, semaine prochaine, on a du lourd aussi. On va recevoir nos jetons de Altlayer pour ceux qui ont staké du TIA de mémoire. On va avoir Starknet, possiblement Wormhole. On a Drip House avec Peace Network qui était aujourd'hui, je crois. Je sais pas si c'est déjà passé ou pas. Ça, j'ai pas vu ça. Et ça parle de pas mal d'autres trucs et tout. Donc cette semaine, comme la semaine dernière, hyper chargé. J'ai fait l'émission du coup la semaine dernière. Et pour te dire, vraiment, il y avait une somme colossale d'actu, de choses qui bougent sur le marché. Donc là, on arrive dans la phase où on n'a même pas fait d'ATH sur BTC et sur Ethereum. Mais on galère déjà à suivre ce qui se passe. Moi, personnellement, je galère déjà. J'ai l'impression que toutes les secondes, on m'envoie des trucs que j'ai pas vu et que je devrais peut-être regarder. Et du coup, c'est très très difficile de maintenir une certaine attention sur ce marché-là, en tout cas sur les choses essentielles, parce qu'il y a tellement d'informations en même temps. Je sais pas, toi de ton côté, bon, je suppose que cette semaine ça a été un petit peu plus cool. Cette semaine, moins. En fait, j'ai beaucoup regardé Starknet parce que, tout simplement, comme on a beaucoup de proximité avec Abdel, on aurait pu nous reprocher, tu vois, des conflits d'intérêts, ce genre de choses. Alors, on n'est pas à la tête du projet, hein, tu vois, c'est toujours pareil. Mais ouais, il y a eu un bureau des plaintes côté utilisateur sur Starknet, on reviendra. Et moi, j'ai beaucoup regardé ça. J'ai regardé l'évolution du prix pour voir si c'est intéressant pour moi pour acheter. Parce que tu vois, Celestia, je vous ai bourré le crâne avec pendant je sais pas combien de mois. Au final, je suis pas rentré. Starknet, je vous ai bourré le crâne pendant 2 ans. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir rentrer. Avant de commencer, je voulais remercier les subs. Merci à Senor pour le 24e mois. Merci beaucoup, mon ref. Merci Draco. Merci Draco. Merci Spencer aussi. 36e mois. 3 ans d'abonnement sur ma chaîne Twitch. Là, depuis le tout début, je crois, Spencer. Donc, merci, mec. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et je me fais déjà vieux parce que 3 ans que je stream sur Twitch avec ce compte-là, c'est un peu effrayant, je t'avoue, à quel point le temps passe vite en crypto. Ouais, bientôt 3 ans pour le média. Hein. Ouais, c'était le 1er mai 2021, je me souviens. Ouais, moi je compte avril, ouais. Avril ou mai, ouais. Donc ça fait, donc on se rapproche. le temps passe vite, ouais. Le temps passe vite, mais on fait les choses bien, je pense. 3 ans d'émission, quasiment tous sans exception, le dimanche, sans rater à des exceptions près. Toujours un plaisir de revenir sur l'actualité du coup. Et pour la première fois en 3 ans, c'est un live international. Et ça doit faire la 150e émission ou quelque chose comme ça. Alors je crois que sur YouTube on en a que 130. Ouais. Mais c'est... De toute façon, s'il y a 56 semaines par an et qu'on en a raté quasiment aucune, bah voilà. Hein. 56 ou 52, je vais même pas dire de bêtises. Mais... 52... Nombre de semaines par an. Avant que je me fasse troll dans l'espace commentaire. Ouais, 52. 52. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez YouTube lors de la rediffusion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Faites-le ou plutôt pour le référencement. C'est ça qui nous pousse dans l'algorithme. On a pas mal de contenu qui devrait arriver, et notamment des tutos sur les wallets argent et Bravos pour manipuler l'écosystème Starknet. Précision, tutos qui ont été faits dans le cadre d'un partenariat commercial avec Starknet. On a touché entre 2 et 3 milliards d'euros. Et belle tranche. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça avance enfin. C'est l'écosystème des roll-ups. Il n'y a pas de Starknet d'ailleurs. On parlera rapidement aussi du cas Ternoa. Et toi, est-ce que tu as tradé? Tu as pris des positions? Comment ça s'est passé ta semaine?
Alors j'ai tradé BTC, j'ai eu LPT aussi qui a explosé. Je peux peut-être partager mon écran rapidement. Avec Tac, grand tac, plaisir quand tu tac. chill mes bagues. On a tous les 2 du LPT. Alors je sais pas si tu sorti, moi j'ai du LPT depuis 1,40 $. Je suis sorti, je pense qu'on voit mon écran. Ouais. Du coup, moi j'ai pris ce trade là sur LPT. J'en avais acheté autour des 7,80 $ et je suis sorti en moyenne de mémoire autour des 18 $, quelque chose comme ça. Donc, bah écoutez, on va pas se plaindre. Je suis très content de ce genre de choses, surtout que en réalité, il y a pas mal de cryptos sur lesquels je me suis positionné il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tu vois, et sur lesquels, bah moi, mon objectif, c'est de sortir en x2, x3, x4. Et je vois que certaines se réveillent, donc ça fait extrêmement plaisir. Je crois que je suis à plus 150% en termes de variation spot entre mon entrée et ma sortie, ce qui est vraiment énorme. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont pu en profiter, donc ça fait extrêmement plaisir. Sinon, sur les autres trucs sur lesquels je me suis positionné sur BTC. J'ai long, donc j'ai buy le dip autour d'ici sur BTC de mémoire. J'ai partagé sur mon Discord, j'avais mon SL autour d'ici, et là mon SL je l'ai remonté autour d'ici. Et globalement, mon premier TP qui était ici a été atteint, mon deuxième TP est en cas de nouveau high, et mon troisième TP est bien plus haut. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Des TP qui sont un petit peu atteints partout. Très content aussi de la performance de Tada. Pour faire mon disclaimer, je suis investisseur du coup en private sale directement sur Tada, mais j'en ai aussi acheté au secondaire autour des 8 centimes. J'ai acheté à peu près l'équivalent de ce que j'ai acheté en dollars en private sale au secondaire, et du coup j'ai fait x3 sur Tada au secondaire, sur des wallets que j'ai partagé. J'en avais déjà parlé sur la dernière émission de mémoire. Sur du liquide, tandis que le reste a une majeure partie de tes jetons qui sont encore pas disponibles à la vente. Exactement. Donc, bah écoute, très content. Moi sur Tada, du coup, j'ai fait l'interview aussi de William Simonin, du coup, le cofondateur de Vivoca et de Tada. Donc pour ceux que ça intéresse, sur YouTube, vous avez tout ça. Je vous mets ça sur YouTube. Hop. Vous allez dans mes dernières vidéos et vous avez la vidéo qui est sortie. Donc je vous la mets ici dans le chat pour ceux que ça intéresse. Je pense que l'interview était très intéressante. J'ai aussi sorti une interview de Anchor avec Amos Love, qui fait partie de la team sales et marketing de Anchor. Et ça a été l'occasion aussi de redécouvrir pas mal de choses très intéressantes. Je vous mets l'interview dans le chat, notamment que Anchor est un des piliers de l'infrastructure Web3. Ça a été l'occasion de reparler un petit peu des RPC, des nodes, est-ce qu'on a vraiment un écosystème décentralisé ou centralisé? Est-ce qu'on a beaucoup de point of failure ou pas? Donc c'était vraiment très intéressant. Ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur les partenariats d'Anchor qui sont peu communiqués, mais au final qui sont assez majeurs. Et pour ceux que ça intéresse, il y a aussi l'interview de Paul de Crypto Formation, excusez-moi, qui sera disponible a priori cette semaine. La miniature est prête, la vidéo est enregistrée, la vidéo est montée, j'ai juste appuyé sur un bouton et c'est disponible. Donc voilà, ça devrait arriver assez vite. Et pour ceux que ça intéresse, je vous remets ça en haut à gauche. Mais vous avez le petit QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone ou n'importe quel autre appareil, qui vous permet donc de rejoindre le club. Donc on a un Discord gratuit avec un espace accessible de tous, et un espace aussi accessible pour ceux qui détiennent le NFT du club. Donc c'est un NFT qui coûte aux environs de $30, qui vous donne un accès à vie au club, et dans lequel on partage pas mal de choses en avance, notamment les analyses fondamentales, les interviews, et du coup les 2 interviews, voire 3 interviews, donc Tada, Anchor et Paul de Crypto Formation, ont été disponibles en avance pour ceux qui ont le NFT et qui sont dans le Discord tout simplement. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Je crois que sur Coin Academy aussi, on est plutôt bien. On a atteint les 10 300 abonnés. Donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker la chaîne, on fait toujours des formats qui me semblent assez sympas. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder 1h, 1h30 de mes interviews, on prend le temps de faire des petites capsules de 10-15 minutes, des moments forts ou des sujets un petit peu clés. Donc pour vous faire des vidéos un peu plus courtes et que vous pouvez digérer un peu plus facilement. Donc par exemple ici il y a une petite capsule sur Alephium. Je crois qu'il y a eu d'autres capsules, voilà, avec Abdel, avec CryptoSlow, avec Mounir de Paraswap, avec Charles de DYDX, donc de la fondation DYDX, de Marc de Pif Network, etc. Donc très cool. Et surtout, je suis très content de plusieurs choses, notamment, tu vois, Pif Network, on a fait l'interview avant qu'il y ait le gros de la hype sur les airdrops. Donc pour ceux que ça intéresse, en fait c'était tout simplement disponible sur ma chaîne. Je vous avais sorti cette interview il y a un petit moment. C'était il y a 2 mois. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Hyperliquid qui est maintenant hyper hype, hyper à la mode. J'avais fait aussi l'interview du founder et du CEO il y a un peu plus d'1 mois.
Donc assez marrant de voir ça. Alephium, qu'elle va en poupe, pareil. Pour ceux qui voulaient se renseigner sur Starknet, on a fait aussi une vidéo qui était, je pense, assez conséquente et assez bien avec Abdel, où on parle pas que de Starknet, on parle de l'écosystème en général, et une vidéo que j'ai particulièrement appréciée. Et une vidéo aussi avec Cryptomage pour toute la partie airdrop. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les interviews, aujourd'hui il y en a plus de 60 sur ma chaîne, et il y a vraiment des trucs qui aujourd'hui sont un peu plus hype que hier. Et qui vaut le coup d'être regardé à mon humble avis, parce que c'est des moments un petit peu privilégiés où on peut vraiment développer des réflexions et avoir des vrais échanges avec les gens qui bâtissent cet écosystème. Et précision également, donc LPT, si tu peux revenir juste dessus rapidement. Ouais. Il y a une news d'ailleurs ou pas du tout? Oui, alors il y a une news déjà pour commencer d'un truc qu'on savait mais qui est superbe. LPT, c'est quoi? C'est avant tout un projet narratif d'Epine. On a un article d'ailleurs qui présente le projet pour les intéressés. Vous tapez Coin Academy LivePeer, vous avez un article. Et donc c'est un projet dans la narrative d'Epine qui exploite les cartes graphiques pour faire du transcoding de flux vidéo. Et ils ont fait une annonce, en fait, ils ont surfé sur le buzz OpenAI. C'est-à-dire que tu vois, ChatGPT, OpenAI ont parlé de Sora, le projet où tu écris un texte et ça te fait une vidéo générée via IA. Et depuis très longtemps déjà, c'est pas vraiment surfé sur le buzz, ils ont profité du buzz, mais c'est pas un truc qu'ils ont déclenché comme ça parce qu'ils en parlaient déjà depuis des années, c'est d'ajouter de l'intelligence artificielle au sein de leur protocole. Et ce qu'ils veulent, c'est faire un équivalent de Sora, mais sur leur protocole à eux. C'est-à-dire processer du flux vidéo, créer du flux vidéo à partir du protocole, en sachant que c'est aussi un projet qui est dans les bacs de Grayscale. Et comme Grayscale se porte beaucoup mieux récemment avec ces histoires de GBTC vers ETF, je pense que tout ça mélangé, ça fait que LivePeer, qui était parti à la cave, ressort de la cave. Moi, je vais être transparent avec vous, LivePeer, je suis entré à 1,40 $. Il est monté à plus de 100 $. C'est l'époque de nos grands frères, ça. Hein. Et je l'ai vendu quasiment au top pour racheter 20% plus bas et prendre toute la chute de 80 $ à 5 $. Et j'ai tout gardé. J'en ai pas vendu un seul. Et là, je reprends la poussée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se corrige aussi fort, aussi violemment. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais bon, comme je vous dis, moi, mon prix d'entrée, il est 1,4 $ et en plus, j'en ai fait des accumulations. Donc, c'est plutôt sympa. Et je note qu'on a beaucoup d'altcoins qui performent super bien en ce moment. On a beaucoup parlé ici. C'était le début des masterclass de mémoire. Donc, c'était vraiment le tout début de Coin Academy, ou même c'était avant Coin Academy, c'était les premiers lives. Et donc, pour ceux qui ne voient pas sur l'écran, moi, j'en avais acheté pas mal entre 3 et 4 $. Capet en avait acheté même en dessous, comme tu le disais. Et ensuite, on en avait profité sur toute cette hausse ici, où on a eu un LPT qui est monté jusqu'à 100 $. Donc, on était rentré entre 1 et 4 $. Et le truc est monté jusqu'à 100 $ après avec le listing Binance, etc. Donc c'était une folie furieuse. Donc là, récemment, c'était plutôt un move court terme, pour être très clair. Mais voilà, plutôt agréable. Et on voit que la narrative IA a vraiment le vent en poupe. Hein. On le voit avec Tada, on le voit avec Fett, avec Render, avec AKT, avec Bitensor. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui parlent aussi de Cubic, qui parlent de Taopad, ou en tout cas de trucs qui essayent de surfer sur la vague de Bitensor, etc. Donc voilà, en ce moment, ça bouge vraiment sur la partie IA. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas s'il y a une prise de conscience ou c'est juste que les gens sont plus enclins à prendre du risque sur ce marché-là. Mais vraiment, on ressent en ce moment, Agix aussi, exactement. Donc vraiment très agréable. Alors, regarde, dans le chat, on nous dit Cubic, vous pouvez regarder, il faudra qu'on fasse une analyse fondamentale sur le projet parce que c'est typiquement ce genre de projet. J'ai fait l'erreur sur Bitensor, je la referai pas. Tu arrives sur le site internet officiel, on t'explique qu'il y a plusieurs sites internet, des fois tu as des sites tenus par la communauté, etc. Bref, tu arrives sur le site internet officiel, il pue la merde. Et moi, il y a un abonné, tu sais, que je faisais des sessions live, où j'analyse sommairement des projets. Moi, j'arrive sur le site Cubic, je dis qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait l'époque des masternodes, des projets masternodes sur Bitcoin Talk. Tu vois, j'ai dit c'est du vent. Et Makertronic, qui est un YouTuber et créateur spécialisé mining, m'a dit qu'il kiffait bien ça parce qu'en solo mining, c'est hyper rentable. Et les gens en parlent de plus en plus. Apparemment, derrière l'équipe, tu aurais un des cofondateurs de IOTA, un Tecos, et ça mérite notre attention. Alors, je vous avoue, je ne connais pas plus le projet que ça, et c'est pour ça qu'on fera une analyse sur le sujet tôt ou tard. De toute façon, cette année, on va envoyer du fond d'art. Là, c'est bon, on est dans le sens du vent, donc on a fait beaucoup d'actualités, on va continuer de faire de l'actualité, mais voilà, le business tourne mieux, donc on va pouvoir recruter, déléguer et continuer de faire grossir le média, j'y tiens absolument.
Et puis vu que l'achat de BTC sur la Trésor Coin Academy a fait du bien aussi. C'est pas de la transparence, ça? Non, mais en gros, on avait acheté du BTC entre 17 000 et 20 000 dollars sur la Trésor Coin Academy avec des sous qu'on avait. Et bah, cette Trésor a fait x3, donc ça permet aussi d'initier des jolies choses et de remercier Satoshi Nakamoto de sponsoriser ce live. Ouais, merci à Satoshi. Moi, t'as dû voir mon tweet, j'ai mon Factorn qui a pété aussi. Ouais, j'ai vu, j'étais choqué aussi. Factorn, pour vous resituer un petit peu le contexte, bon, là, on va dire, les alts, elles reprennent vraiment des couleurs depuis octobre 2023. Et en fait, il y a une méta, c'est la méta Zegex, qui a un exchange qui liste que des tout petits projets, souvent des projets en proof of work d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai vu Factorn là-dessus, j'ai vu que Coinbase en parlait, je vous en ai parlé dans une émission. Alors, c'est quoi un Factorn? C'est un fork de BTC ou c'est un proof of work spécifique à la factorisation de nombres, je crois. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est un truc de geek, très bien. J'ai sorti 500 balles d'Ether de mon ledger, je les ai envoyés sur Zegex et je suis en x4. Voilà, je suis en x4 sur un truc ultra low capitalisation. Donc ça fait plaisir, ça rembourse les vacances à Thaïlande, c'est plutôt pas mal. Mais tout ça pour vous dire que on reste sur un marché bien sûr fait de spéculation et il faut aller dans le sens du vent des fois et si possible avoir un petit peu de couilles, être early sur des trucs qui nous parlent, enfin qui parlent pas forcément à la masse, tu vois. LivePeer, moi j'avais la haine, hein, j'étais en mode mais c'est quand il pète ce truc, narratif d'épine, IA, grayscale, machin, c'est quand il pète. Bah tu vois, ça finit par péter. Il faut faire preuve de patience. Ça va pas toujours être le cas. Mais moi, fondamentalement, ça m'a plu. Et bon, bah, il semblerait que ce soit le cas d'autres acteurs du marché. Donc juste pour rementionner, LivePeer, nous on s'est positionné bien en avance, le truc a fait un beau multiple sur nos entrées. C'est pas une incitation à en acheter, on n'est pas payé par LivePeer pour le faire. Ouais. Voilà, je voulais juste être clair à ce niveau-là. Ouais. Vas-y. Mais en chill, no bag. Voilà. De temps en temps, ça fait plaisir aussi, tu vois. J'étais à Dubaï, j'ai croisé Benoît et Sam de Journal du Coin et ça fait plaisir de chill ses bags aussi, ses convictions, tu vois, de temps en temps, sans être payé, bah, on se paye nous-mêmes. On a des convictions et c'est pas une question de vous dire acheter, machin, non. À la fin, vous recherchez ce que vous voulez. Mais vous savez qu'on a un biais sur ce Media Coin Academy, c'est qu'on est avant tout des investisseurs aussi, des investisseurs et puis le mot tabou spéculateur et que bah forcément on a des convictions. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais de manière générale ça marche puisque bon, on est en positif sur notre portfolio et on vous explique un petit peu bah, à voix haute pourquoi on fait ces investissements et après c'est bien sûr à vous de traiter l'information et de faire votre part des choses avec ce que vous lisez sur Internet. Avant de passer à la suite, je voulais remercier le partenaire de ce live, à savoir Bitpanda. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez jusqu'à 1000 $ à gagner en Solana. Donc on a fait un petit concours avec Bitpanda, c'est assez simple pour participer, il faut like, retweet et follow Bitpanda. Si jamais vous êtes déjà client de Bitpanda, à ce moment-là vous avez rien à faire, juste like, retweet et follow. Par contre, si vous n'êtes pas client de Bitpanda, à ce moment-là vous pouvez vous inscrire avec le lien qu'il y a tout simplement dans le tweet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux inscrits, dans le cas où ils sont tirés au sort, gagnent 2 fois plus que les clients existants. Donc si jamais vous n'avez pas de compte déjà sur Bitpanda, vous pouvez tout simplement vous en créer un. Ça ne vous engage en rien, ça ne vous engage pas à déposer, ça ne vous engage pas à trader, à faire des achats ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si vous vous inscrivez et que vous êtes tiré au sort sur ce concours-là, vous avez la possibilité potentiellement de gagner jusqu'à 2 Solana. Et en plus de ça, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui s'inscrivent, vous avez des tirages au sort sur les prochains mois qui arrivent. Donc bon là, le premier, c'est un peu trop tard, mais du 5 au 12 mars, toutes les personnes qui ont acheté au moins 210 € de crypto-monnaie pourraient être tirées au sort. Et donc, il y a 5 fois 3000 € à gagner. Donc, il y aura 5 personnes qui vont gagner 3000 € tout simplement sur Bitpanda. Parmi les personnes qui ont tradé, donc acheté du Bitcoin donc à hauteur de 210 € entre le 5 mars et le 12 mars. Et même chose entre le 2 avril et le 9 avril, mais cette fois-ci, c'est 5000 €. Donc voilà, Bitpanda, je pense que c'est vraiment un partenaire de confiance dans le sens où c'est ultra régulé. C'est ultra propre. Vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des métaux précieux, des ETF, des indices crypto, des matières premières. Vous pouvez faire énormément de choses dessus. Cepsan, c'est régulé au niveau européen. Il y a absolument tout ici sur cette page pour ce qui concerne la régulation. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez absolument tout. C'est même sur la homepage de Bitpanda.
Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Je vous remets le petit concours sur Twitter. Donc juste like, retweet, follow et vous créez un compte Bitpanda si ce n'est pas déjà fait. Et on fera le tirage au sort dans une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je pense que sincèrement, c'est un des partenaires les plus fiables, les plus régulés. Évidemment, vous allez payer plus de frais, il faut le savoir, que sur un Binance ou que sur un Bybit, etc. Mais c'est compliqué d'avoir un partenaire qui propose des frais au niveau de Binance avec toute la compliance qu'on peut voir en fait, sur des plateformes qui sont dignes de ce nom-là. Et je Apporter pense des que surtout, liquidités sans être c'est Binance ça. et être compliance. Ouais. Et surtout, ce que je tiens à préciser, c'est que Bitpanda, c'est plus pour les gens qui ont un profil investisseur. Si vous faites du trading avec effet de levier, que vous faites des futures, etc., je pense pas que c'est destiné à des personnes comme vous. Par contre, si vous êtes un investisseur passif, donc quelqu'un qui veut faire un DCA, etc., vous avez justement les fonctionnalités pour le savings plan. Donc vous avez le plan d'épargne, vous pouvez simplement investir de manière régulière sur les cryptos qui vous plaisent, ou même sur des actions, des indices, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Et évidemment, merci à Bitpanda de soutenir ce live, ça fait extrêmement plaisir. Tu voulais peut-être enchaîner sur la partie fonda et actu? Alors, je crois qu'on a perdu Capette. Je peux prendre le temps peut-être de répondre à quelques questions entre-temps. je peux le... Eh oh. Interview avec le CEO de Bitpanda à venir, ouais. Cette semaine, au final, ça n'a pas été possible. Il y a eu un décalage de dernière minute. Mais a priori, ça devrait se faire pour les prochaines fois, donc pour les semaines à venir. Hop, je t'ai rajouté Capette. Est-ce que tu nous entends? C'est dur. Ouais, je vous entends et c'est dur là. C'est dur parce que j'ai vraiment l'impression que la 4G, ils m'ont donné un peu de jus. Ils m'ont dit, allez, c'est bon. Il n'y a plus de jus pour toi aujourd'hui. Repasse une prochaine fois. Je sais pas trop comment je vais pouvoir gérer ça, mais on va Je vais essayer. répondre à quelques questions dans le chat. Vite fait, désolé. Tada non disponible à l'achat. Il est disponible sur xexchange.com. C'est le DEX de Multiverse X. Mais il n'est pas listé sur des exchanges pour le moment. LPT, tu vises de re-in. Si j'ai un setup, ouais, pour l'instant, j'ai quand même fait un plus 150% et j'ai clôturé ma position. Donc on va voir comment ça se passe. Mais je suis pas pressé de re-rentrer, quoi. Partage mon écran, moi. Interview de Sorar via le contact que je t'avais give. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. On croise les doigts. Tamika Badge, c'est pour bientôt. Ça devrait être pour bientôt. J'ai pas mal discuté avec lui. Il est assez occupé et tout. Donc voilà, ça devrait se débloquer prochainement. Il m'a dit qu'il finissait un truc, je crois que c'était en février. Donc peut-être en mars. Possible. C'est possible de cash out sur Bitpanda. Ouais. C'est un beau on-ramp et off-ramp Bitpanda. Surtout que vous avez 0 frais sur les dépôts et les retraits, que ce soit en virement ou en carte bleue. Donc vous avez 0 frais à ce niveau-là. On va envoyer de l'actualité du fonda. Je partage ton écran si tu veux, si t'es prêt. Ouais. En croisant les doigts, bien sûr. Tu me dis quand ça partage ton écran. Ouais. Ok, donc on est sur un setup PC portable, connexion 4G. J'espère que tout va bien se passer sans coupure. Bienvenue dans cette émission Coin Hebdo. Donc on va parler rapidement de l'actualité en commençant par Starknet qui officialise enfin son airdrop. Avant d'attaquer sur cette information, je tiens à préciser que je lis des histoires comme quoi il y a eu des délits d'initiés, des machins, des trucs. Les seules infos qu'on a vues, c'était que ça s'accélérait. Et quand ça commence à s'accélérer, on vous l'a dit, en pensant que le jeton allait arriver très bientôt. On s'est pas loupé, mais on n'avait pas la date, on n'avait rien de tout ça. Et de toute façon, c'est pas un play qui aurait pu permettre de spéculer parce qu'en soi, le jeton, il est disponible nulle part. Donc voilà, je tenais à faire cette précision-là avant de démarrer. Donc en quoi consiste cet airdrop ? J'ai même perdu un pari, excuse-moi, sur Twitter, que je dois payer d'ailleurs, où je pensais qu'on allait avoir nos jetons le 14 février. Et au final, ils ont annoncé l'airdrop le 14, mais voilà. Et nous, les seules infos qu'on a eues, c'est les infos qui étaient publiques au moment où Abdel a tweeté le loup avec le gif et au moment où il y a plein de gens qui travaillent chez Starkware, Starknet et qui commencent à en parler. Sinon, on n'a jamais eu d'infos à ce niveau-là. C'est ça. Après, tu vois, tu as le bon sens qui est... y a eu la volonté d'Abdel de pousser des contenus sur l'écosystème. C'est pour ça qu'on a fait des articles et des vidéos. Donc, ça nous a permis de s'imaginer un timing assez imminent. Après, on savait que le jeton, il devait sortir depuis très, très, très longtemps. C'est qu'on est passé en bear. Donc, voilà le jeton. Donc, en quoi consiste cet airdrop ? Cet airdrop consiste en récompenser vraiment l'écosystème Ethereum avant tout. Donc, ça veut dire les gens qui ont fait du staking d'Ethereum ou du liquid staking. Alors, pour le liquid staking, ça va se faire au cas par cas. C'est-à-dire que si ça s'est passé par Lido ou Rocketpool, ça va être à Lido et Rocketpool de voir comment ils redistribuent. Pareil pour les exchanges. Tu m'entends, Léo ? Yes. Je me suis juste muté pour pas faire de bruit. Ok. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais décroché encore une fois. Non, t'inquiète. Voilà, donc
le staking. Ensuite, on a les développeurs open source, donc des gens qui ont contribué sur GitHub et compagnie. Alors, il y a eu des petites aberrations à la con, genre des gens qui ont corrigé des fautes d'orthographe, des trucs comme ça. Mais là, les gens, ils ont trop envie de rager pour rien. Je veux dire, bon, bah écoute, C'est 2% de l'airdrop. comme ça, mais ouais. Ensuite, on a donc les développeurs Ethereum, les utilisateurs de StarkEx. Donc, les projets sur StarkEx, tu as, je vais vous montrer la page après, mais tu as Rhino, DYDX, Sorare. Voilà. Tu as les contributeurs, que ce soit des créateurs, des projets, des médias, etc., qui ont pris du jeton, et les utilisateurs. Et les utilisateurs, donc des gens qui ont exécuté du volume sur plusieurs mois d'affilée en faisant des tests vraiment réguliers. Et c'est là-dessus où il y a eu un gros couac d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis lésés. Et ça ouvre un fameux débat qui est à la base, un airdrop, c'est un cadeau. Et il y a des gens qui professionnalisent le truc en mode c'est acquis, si j'exécute du volume, je vais croquer quelque chose. Alors effectivement, il y a des projets où ça se passe comme ça, mais du coup, ça pousse à créer plein de wallets, à faire du Sibyl, à exécuter du faux volume, etc. Là, en l'occurrence, il y a quand même plein de gens qui se sont retrouvés sur le carreau à cause de conditions, on va dire, à la con, pour le coup. Par exemple, tu as une condition qui dit qu'il fallait 0,005 Ether au moins sur le wallet, en plus d'avoir exécuté du volume, etc., pour être éligible. Du coup, il y a des gens qui ont testé le projet pendant des mois, mais qui n'avaient pas de poussière d'Ether sur le wallet et qui se sont retrouvés sur le carreau. Donc là, ceux-là, je comprends carrément qu'ils aient ragé. Il y a eu aussi le fait que des développeurs Starknet ont ramassé des dizaines de milliers de jetons, donc voilà, des dizaines de milliers d'euros. Donc il y a le débat de ok, donc ces gars, ils ont déjà reçu de l'argent sous forme de grant pour avoir fait des projets et ils reçoivent de l'argent après avec ce système-là. Est-ce qu'on n'aurait pas trop récompensé certains individus? Est-ce qu'il y aurait eu des conflits d'intérêts? Là, je répète ce que j'ai lu sur les réseaux. Conflits d'intérêts, je dirais que non. Après, il y en a toujours un petit peu parce que naturellement, il y a un affect qui se crée quand tu as des développeurs qui sont là depuis le tout début, qui viennent à toutes tes conférences, tes hackathons, tes meet-up, qui participent sur les Discord et compagnie, qui font des trucs et qu'à la fin, ils prennent des dizaines de milliers de tokens. Oui, il y a de l'intérêt, mais à un moment donné, moi, je le vois comme ça aussi. C'est-à-dire que si tu veux, à un moment donné, avoir des applications et de l'usage sur ta chaîne, il faut des développeurs. Et en arrosant les développeurs, tu fais passer un message qui est les développeurs, on les fait bien manger. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, pour ce qui est des utilisateurs, bon, il va y avoir un second airdrop. On n'a pas encore les conditions. Tout ce qu'on sait cependant, c'est que il y aura ce second airdrop et que sur les 700 millions de jetons à peu près au total qui peuvent être claim en ce moment jusqu'au 20 juin. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 20 juin pour À pouvoir partir du aller 20. faire là. À partir du 20 À février. partir du 20 février. Et si il y a des gens qui ne claiment pas ces jetons, imaginons il y a 300 millions de jetons qui sont distribués sur les 700 millions, ça veut dire qu'on a 400 millions qu'on va pouvoir redistribuer. Donc soit sous un airdrop différent. Moi, je pense que le bon sens, ça va être les utilisateurs, puisque c'est ceux qui se sentent le plus lésés dans l'histoire, et peut-être augmenter leur commission. Par exemple, les gens qui ont utilisé des StarkEx type, ils ont créé un compte Sorare et ils ont utilisé Sorare de manière assez régulière, ils prenaient 111 jetons par wallet. Donc du coup, peut-être qu'on passerait de 111 à, je sais pas, 222, ce genre de choses. Donc voilà, sur l'article que vous avez en description, vous avez le lien pour claim. Que vous soyez contributeur, utilisateur de StarkEx, vous pouvez mettre votre wallet. Oui. Alors, plusieurs trucs à prendre en compte. Je pense que, alors, moi personnellement, je suis éligible à l'airdrop. Donc, personnellement, en ayant tradé sur DYDX et en ayant effectué des actions sur Ethereum, etc., moi-même, je suis éligible. Donc, je tiens à le mentionner. Je pense qu'il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Premier truc pour les développeurs, il faut pas oublier que c'est pas EVM compatible actuellement et que du coup, genre quand t'as un écosystème qui est pas EVM compatible, les mecs, faut les motiver pour qu'ils restent chez toi. Faut qu'ils aient une réelle conviction, etc. Et je pense que donner, je sais plus, c'était 2% ou peut-être un peu plus au travers de la répartition. Moi personnellement, ça me semble vraiment pas déconnant. Je pense que le problème en réalité, il est pas du côté des développeurs. Que ce soit sur Ethereum ou que ce soit sur Starknet, je pense qu'il est plutôt du côté des users Starknet et aussi des autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont staké de l'Ethereum et qui sont éligibles au truc, et ces gens-là, tu vas jamais les voir parler sur les réseaux. Et de même, au final, le problème, c'est qu'ils ont rendu beaucoup trop de gens éligibles, même avec les conditions à la con, entre grands guillemets, des 0.005 Ether sur le wallet. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux régaler tous les users DYDX, tous les users de Sorare, etc., forcément, en fait, ton allocation va être minuscule, en fait. Parce que si tu te retrouves avec plus d'1 million d'utilisateurs qui sont éligibles,
tu peux pas t'attendre à ce que ton allocation soit énorme. Donc, ils auraient pu mettre moins de conditions à la con, mais ce que ça veut dire, c'est que tout le monde aurait moins mangé. Ça, c'est le premier point. Et après, ils auraient pu encore plus durcir les conditions et donc régaler encore plus le peu d'utilisateurs qui auraient été éligibles. Mais à ce moment-là, ça aurait créé encore plus de drama. Donc, le truc, c'est que s'il n'y avait pas eu la condition à la con, tu vois, des 0.005 Ether, en fait, il y aurait eu beaucoup plus de gens éligibles et en fait, les gens auraient mangé les miettes et se seraient aussi scandalisés du truc. Donc, en fait, pour moi, ils n'avaient pas de bonne solution. Pour moi, ils n'avaient pas de bonne solution. Je pense que pour tout ce qui est développeur Starknet, commit à la con sur des erreurs d'orthographe, etc., évidemment, voilà, il y a de la place pour du débat et des critiques. Sinon, pour le reste, c'est compliqué. Je me mets à leur place. C'est vraiment difficile et surtout qu'au final, les gens qui ont mangé l'airdrop, ils en ont pas trop parlé ou en tout cas, ils se sont fait largement dépasser par même des gens qui s'intéressaient pas à l'écosystème. Donc, sincèrement, j'ai du mal à me faire une vraie opinion sur ça. Évidemment, c'est pas cool pour les gens qui n'ont pas été éligibles. Ça, c'est clair et net. Et je pense qu'il y a des vrais tryharders qui ont vraiment essayé de contribuer à l'écosystème et de tester le réseau qui n'ont pas été récompensés. Voilà, je pense que sur ça, ils auraient pu corriger le tir. Après, voilà, il faut pas oublier le nombre de personnes qui sont éligibles à l'airdrop. Je sais même pas si dans les airdrops récents, il y avait eu autant de personnes éligibles. Je crois que Jupiter, par exemple, qui était un énorme airdrop, en tout cas qui concernait beaucoup de gens, il y avait 900 000, ouais. Donc il y avait encore moins de gens éligibles à l'airdrop Stark. Donc franchement, les gars, je suis mitigé. Aujourd'hui, on arrive avec une FDV de 18 milliards, a priori. Je sais pas si on voit tout ton chat. Ouais. On arrive sur une FDV de 18 milliards, ce qui me semble énorme par rapport à la FDV, enfin par rapport à la TVL de Starknet. Donc, c'est-à-dire que c'est encore jeune, il y a encore peu de choses, etc. Donc, forcément, c'est peut-être trop valorisé, mais après, c'est le marché qui valorise le marché. Donc, c'est ça. Et qui valorise ce jeton-là. Est-ce que c'est trop valorisé Est-ce que c'est trop valorisé Parlons spéculation 2 secondes. Et puis là, on se détache complètement de notre proximité avec Abdel, de nos partenariats, etc. Je veux dire, Starkware, c'est une boîte qui est valorisée à plusieurs milliards de mémoire. C'est quand même une grosse boîte qui derrière a permis des projets comme DYDX ou Sorare. Sorare, c'est aussi valorisé à plusieurs milliards de mémoire. Ils apportent une vraie technologie. On parle de Zero Knowledge Proof, mais on parle surtout de ZK Stark. Le fondateur de Starkware, c'est l'inventeur des ZK Stark. Si vous voulez, il y a les ZK Snark et les ZK Stark. Les Stark, c'est quelque chose qui est plus compliqué on va dire que c'était une techno qui était peut-être plus compliquée à obtenir à un moment donné, mais une fois que c'est en place, ça te permet d'avoir des trucs mieux pour la génération et la vérification des preuves. ZK, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux d'un point de vue technologique pour faire notamment des roll-ups. Voilà, donc ils ont levé énorme. Moi, je pense qu'ils voulaient lancer leur jeton fin 2022, sauf qu'on est passé bear. Enfin, pas fin 2022, début 2023, parce que souvenez-vous, ils avaient sorti un article avec les tokenomics, ça parlait d'airdrop déjà, etc. Donc voilà, là, ils profitent du fait que le marché est en bonne santé. Comme ça, ça fait qu'ils ont une belle valorisation et que, putain, mine de rien, on reste à 1,8$ l'unité. 18 milliards de FDV, c'est absolument énorme. Après, plusieurs choses à prendre en compte. Les circulating supply au début va être relativement petit, je pense. Même si, par contre, je trouve qu'ils ont fait un truc crade. Moins d'1 milliard de jetons. Ils ont fait un truc crade sur les investisseurs. J'ai trouvé ça aberrant que les investisseurs aient eu leur TGE il y a 2 ans. À quel moment c'est un TGE alors que personne n'a accès au marché. Moi j'ai trouvé ça vraiment putain de honteux. Et je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont pris des trop gros coups de pression des investisseurs et qu'ils n'ont pas su résister ou qu'il y avait des engagements, je sais pas. Mais moi l'airdrop, ça me révolte pas non plus à un point immense, mais par contre le TGE des investisseurs qui arrive, qui était il y a 2 ans et donc la libération des jetons pour les invests, donc une partie des jetons pour les invests dans 2 mois, moi je trouve ça vraiment abusé. Donc après à voir comment le marché prendra compte de ça, comment il évaluera tout ça. Mais il y a quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est que le marché a tendance à pricer le futur et les promesses en fait. C'est-à-dire que même si tu as une TVL qui est faible, etc., et que tu as une FDV qui est énorme, faut pas oublier que tu as une majorité des cryptos aujourd'hui dans le top 100, en tout cas beaucoup de cryptos dans le top 100, qui existent sur leurs promesses et sur l'avenir radieux sur lequel tout le monde parie d'une certaine manière. Donc oui, c'est très 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 valorisé. Mais aujourd'hui, c'est un des seuls ZK Rollup qui est disponible et qui a
gros background tech. Alors évidemment, ça va bouger. Hein. Y a du scroll qui arrive. Il y a du zcasing qui arrive, il y a, je pense, Arbitrum et Optimism qui vont pivoter et offrir des options en mode zk, mais actuellement, ça va être le seul sur le marché. Donc, je pense que c'est une des raisons de pourquoi c'est très bien pricé. Et peut-être aussi qu'il y a des investisseurs qui vont vouloir défendre leur bague, tu vois. C'est surtout, encore une fois, que DYDX a fait ses preuves sur ce support technologique. DYDX, Sorare, ça a fait ses preuves. Et on parle d'applications qui ont vraiment une base utilisateur assez dingue. Mais qui ont bougé maintenant. Sur Arbitrum, oui, non, mais qui ont bougé dans le cas de DYDX, parce que justement, pourquoi ils ont bougé? Parce que Starknet n'existait pas encore à l'époque, c'était StarkEx, et que Starknet, au lancement, on va dire à la V1, ça restera un système avec un séquenceur centralisé. Enfin, il y a des trucs qui sont encore insuffisants en lancement, mais on aura un réseau de séquenceurs décentralisé. Donc, le jeton Stark servira au staking, et je pense qu'il y a plein de projets peut-être qui se reposeront des questions. Est-ce que je fais une app chain sur Cosmos, ou est-ce que justement je fais pas un layer 3 sur Starknet? Et pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, du coup, c'est cette histoire de jetons, on va parler spéculation. En gros, pendant le claim, c'est-à-dire à partir du 20 février 2024, on aura quelque chose comme 728 millions de jetons, peut-être un petit peu plus, parce qu'il y aura peut-être des liquidités à gauche, à droite sur des protocoles. J'avoue que j'ai beau relire les infos publiques sur Internet, c'est pas clair et ça m'énerve. Ça, c'est un truc, ça m'énerve. Mais bon, bref, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on aura 1,3 milliard de jetons supplémentaires qui vont se débloquer, je crois, au 15 avril, quelque chose comme ça, pas loin, donc vraiment 2 mois après. Donc en fait, vous avez 2 mois pour claim et vendre au prix actuel si vous considérez que c'est très cher. Et après, si la théorie se confirme et que les investisseurs ils vont se dépêcher de dumper, pression vendeuse, ça va partir à la cave. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va falloir surveiller ça avec énormément d'attention avant de tirer la moindre conclusion dans les 2 prochains mois, parce que ça risque d'être très intéressant. Tu vois, là, les gens, ils ragent en mode ouais, c'est fini, moi, jamais je mets les pieds parce que j'ai voulu faire un airdrop, j'ai pas mangé assez, machin. On va voir. Mais rien n'a changé d'un point de vue tech. Autre chose. C'est ça qui est fou, c'est que rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. C'est évidemment important, tu vois, de prendre en compte la communauté. Et en vrai, c'est aussi la communauté qui fait tourner un marché, qui fait tourner, qui fait évoluer le prix du jeton et qui aussi génère de la TVL, ou en tout cas qui peut-être pousse davantage de personnes à build des projets dessus pour derrière avoir de la TVL. Mais d'un point de vue fondamental, d'un point de vue tech, les choses n'ont pas vraiment changé. Moi, je trouve vraiment que la partie libération de jetons pour les invests, c'est dégueulasse d'un point de vue extérieur et d'un point de vue retail. Et j'espère que voilà, ils en subiront pas trop les conséquences. Après, quand tu as un jeton qui est autant détesté, alors même qu'il est même pas lancé, tu vois, il faut doser, parce que regarde, le WLD, le WorldCoin, c'est un jeton qui est détesté, au final, qui a fait que Moon récemment. Solana, ça a été aussi le cas. Alors, je sais pas si c'est comparable, mais pour moi, ça l'est. J'irai pas avoir trop de conviction baissière sur Stark. C'est ça que je veux dire. Exactement. Je suis d'accord. Et je veux dire, soyons rationnels, parce que peut-être, là, je vois pas le chat. Je vois pas le chat, donc j'ai pas lu de trucs. Je spécule, encore une fois. Et on est biaisé, encore une fois, il faut le dire. On pourrait dire, voilà, d'une, on est biaisé. Par contre, c'est pas en faisant un live Twitch où on donne des convictions qu'à nous seuls, on va faire bouger le marché en mode, on a des jetons, on va sûrement acheter des jetons. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est là pour vous expliquer, en fait, comment on réfléchit. Et là-dessus, on essaie de ne pas être biaisé. C'est-à-dire qu'on a nos convictions. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on possède ou non un jeton. On a nos convictions, on réfléchit à voix haute. Moi, je pense que, à la base, je pensais qu'on allait être entre 50 centimes et $1 le jeton. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut. Je le trouve haut. Maintenant, je rationalise par rapport à plein d'éléments. Je rationalise par rapport à Arbitrum en termes de FDV. Par contre, en termes de capitalisation, comme il y aura plus de jetons très rapidement, au bout de 2 mois, on va dépasser Arbitrum. Il faut savoir qu'ImmutableX aussi, ça tourne sur un StarkEx, et que ImmutableX, c'est 24e avec 4,6 milliards de capitalisation et quasiment 7 milliards de FDV. Ça tourne vraiment avec StarkEx? Support technologique à la base. Il me semble, il me semble que c'est un StarkEx, ImmutableX, de mémoire. On va aller vérifier. Je suis quasi sûr de ça. Je suis pas sûr de ça, moi. ImmutableX, c'est un Validium, voilà, regarde, Project Built using StarkEx. Donc, aujourd'hui, Mutable est aussi ZK EVM sur Polygon, ils l'ont fait après, donc ils font les deux. Mais à la base, voilà,
C'est basé sur les travaux de Stark. Donc, c'est pas les gars, ils arrivent comme des fleurs, on est dans de la pure spéculation. Je veux dire, Eli Ben Sasson, le fondateur de Starknet, c'est aussi le cofondateur de Zcash, c'est le fondateur de Zk-Stark, c'est un gars qui est très fort en C'est quelqu'un. cryptographie. Ouais, il est pas là pour enfiler les perles, le cousin. Tu vois, donc à un moment donné, il faut. Arbitrum, c'est très bien. Et ça, je veux aussi préciser que moi, je suis biaisé par rapport à Starknet, mais j'ai énormément de respect pour Arbitrum. Optimism, j'aime moins. Manta, on a une analyse fondamentale disponible sur le club. Il y a beaucoup de buzzwords dedans. Mais bon, il n'y a pas que Starknet, mais c'est un gros Starknet. Voilà, c'est juste ça où je souhaite en venir. Et maintenant, on laisse le marché décider de tout ça. Vous avez donc des tutos pour utiliser les wallets disponibles. Petite préférence perso sur Bravos, je dirais, par rapport à leur hardware signer. Mais Argent est très bien. Donc, testez celui que vous voulez. Par contre, cependant, si vous créez un wallet et que vous générez une seed, sachez que les seeds, elles sont différentes entre Bravos et Argent. Donc, vous dites pas, je peux tester l'un et puis j'importe ma seed et j'aurai les fonds sur l'autre, parce que ça ne marchera pas comme ça. Vous êtes obligé de faire des vraies transactions pour transvaser les fonds entre les deux types de wallets. Mais voilà, on a des beaux supports technologiques qui arrivent. Niveau écosystème d'application, et ben naturellement, comment dire, les gens vont rager, je le sais, je connais ce marché par cœur, je veux dire, on est là depuis 8 ans, Léo. Après, je les comprends, les gens, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, c'est ça partout. Tu vois, Ethereum passe en proof of stake, par exemple, et les gens ils se disent, et après quoi? Eh bien oui, on n'a pas soigné le cancer parce qu'Ethereum est passé en proof of stake. Et en crypto, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. En vérité, ça va extrêmement vite. Je veux dire, quand tu vois les évolutions depuis qu'on est là, c'est absolument aberrant. Mais on n'en est pas en mode Ethereum passe en proof of stake, Starknet sort, masse adoption, ça y est, ta coiffeuse, elle est en train d'utiliser un nouveau Uber Eats qui tourne sur une blockchain. Non, tu vois. On n'en est pas là. C'est ça que je veux dire en fait. On reste toujours sur des équivalents Uniswap, des équivalents OneInch, des applications par-ci par-là. Je pense à Carbonable. On va voir RIP URL. Là, je vous lance un petit alpha. C'est des collègues qui gèrent ça en sous-main. On va voir des trucs sympas. Et puis voilà, comme tous les écosystèmes crypto, il y aura quelques projets qui vont attirer l'attention sur eux. La majeure partie des projets, on s'en branle. Sauf s'il y a un airdrop à croquer. Et c'est comme ça. Et il est comme ça ce marché. Je veux dire, il faut composer avec ça. Mais on espère qu'il va y avoir un écosystème plus lourd dans les temps qui viennent. Pour au moins faire pumper mes meme coins, quoi. Exactement. Qui ont pris une belle calotte d'ailleurs. Qui se sont de fait ce que j'ai vu. allumer. Je suis rentré, Comme j'étais ouais. l'exit liquidity de tous les mecs qui étaient rentrés avant, c'est incroyable. Mais je crois qu'il y a que un meme coin sur lequel j'ai perdu de l'argent, sur le reste, je suis break-even. Ou pas loin d'être break-even. Donc, c'est pas un drame non plus, quoi. Ça va. Ensuite, on parle toujours de roll-up, mais cette fois pour parler de Ternoa. Alors, Ternoa, historiquement, c'est un projet basé sur le framework de Polkadot. Donc, c'est une potentielle parachain, s'il le souhaitait. Je crois pas qu'il le soit, d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, Polkadot, ça évolue pas trop. Enfin, techniquement, si, mais je veux dire, en termes d'usage, c'est pas ce qui fait mouche dans l'écosystème. Ça reste toujours Ethereum, voire Solana, mais principalement Ethereum. Et donc, Ternoa, qui est une boîte qui bosse beaucoup, qui build. Et là aussi, je vous le dis, je suis biaisé. J'ai déjà bossé avec eux. Humainement, je les adore. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Ils se sont dit, on va aussi aller dans l'écosystème Ethereum en proposant un ZK EVM. Et quoi de mieux que de s'associer avec des solutions de data availability type Avail pour le faire. Et là, en l'occurrence, l'idée, ce serait de proposer un coprocesseur TEE. Je crois que c'est Trusted Execution Environment. Donc, j'ai mis un lien cliquable ici qui explique un peu plus en détail de quoi il s'agit, mais pour faire très très court, eh bien, les Trusted Execution Environment, c'est de la sécurité hardware, je crois, que tu peux retrouver sur un ordinateur, sur un téléphone, etc. Et ça peut permettre de la confidentialité des données, un petit peu comme de la cryptographie utilisée dans une carte à puce, type carte bancaire, etc. J'explique ça vulgairement, mais en gros, qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va apporter de la confidentialité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des applications avec de la confidentialité en utilisant ça. Et après, le partenariat avec Avel, c'est pour faire une réduction des frais. Donc, peut-être qu'on n'appellera pas ça un roll-up, du coup, on appellera ça un validium, comme Immutabilix qu'on a vu juste avant. Donc, c'est très intéressant de voir ce pivot. Ouais, concurrent de Celestia, basé sur le framework lui aussi de Polkadot, comme Ternoa. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Là où Celestia est basé sur le Cosmos SDK. Et autre chose, quand vous allez dans le club, vous allez pouvoir voir, une fois que vous avez connecté votre wallet, que vous avez accès anticipé à une analyse de Manta Network. Elle sera disponible pour tout le monde dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. C'est
Voilà, le club, c'est pour soutenir le média avant tout. Et donc, Manta, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est un projet qui, à la base, est une parachain Polkadot, enfin basé sur le framework Polkadot. Et ils ont choisi de faire un ZK EVM à côté. Et c'est le cas de plein d'autres projets. Dès que tu vas sur L2Bits, tu vois que tous ceux qui ont choisi de faire des chaînes Cosmos ou des parachains Polkadot commencent à se dire, bon, le endgame, ça reste Ethereum, quoi. Donc, tu as Astar qui fait ça. Tu as Canto qui était à la base une blockchain sur Cosmos qui fait ça. Et ça va se faire de plus en plus. Donc, tous les chemins mènent à, non pas Rome, tous les chemins mènent à Ethereum. Et c'est important de le constater. Ensuite, donc, là, c'était histoire d'en parler. Gunlayer qui continue de voir sa TVL exploser. On a passé les 7 milliards. C'est assez ouf. Et il faut savoir que là, c'est un truc dont on discutait avec Samy, JDC, et je suis assez d'accord avec lui. Est-ce que, pour spéculer indirectement sur le succès des Gunlayer, faudrait pas justement s'intéresser à des projets comme Swell, Lido ou Rocket Pool? Parce que justement, quand tu vas sur Gunlayer, tu peux poser des Ethers natifs. Tu as les fameux protocoles de liquid restaking qu'on vous a présenté, je ne sais pas combien de vous les représenter une nouvelle fois, mais tu as aussi la possibilité de déposer des staked Ethers, des différents C'est ce que projets j'avais fait, qui sont moi. ici. Et tu as certains de ces projets qui ont des jetons de gouvernance comme Lido, Rocket Pool, etc. Donc Lido, qui fait quelques revenus, ben, est-ce que, alors pas Lido Stake Ether, Lido natif, est-ce que justement ce serait pas un play à jouer, même si c'est quand même pas mal capitalisé? Faut voir, tu vois. Réflexion à voix haute. Et dans la même lignée, ce que disait aussi Sam, et là-dessus je suis assez d'accord avec lui, bêta play, en fait, l'idée c'est quoi? L'hypothèse spéculative, c'est de se dire, tu as un projet qui sort, qui va sortir direct extrêmement capitalisé. Les gens vont vouloir spéculer sur un truc qui y ressemble de près ou de loin. Donc, Lido, c'est un petit peu une spéculation indirecte des Gunlayer. Et Mina, c'est un petit peu une spéculation sur la narrative ZK, puisque Mina, c'est un Layer 1 spécialisé ZK. Et tu vois, des Layer 1 spécialisés ZK qui sont, on va dire, importants, il n'y en a pas 10 000. Et quand tu vois qu'un Starknet, il est valorisé en FDV à 18 milliards, bah là, on est à plus de 10 fois moins. Après, Donc, Samy, il est ça peut être un investisseur bêta play. privé sur Mina, il a acheté bien Non, plus mais bas. naturellement. Je fais toujours attention, tu vois. Je Je suis précise. d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, je vois beaucoup de gens de la communauté me parler de Mina régulièrement. La promesse, elle plaît. Peut-être qu'ils en feront un roll-up d'ailleurs de ce truc à la fin. Ils ont une tech, en tout. Ils ont une tech et je pense que cette histoire de Layer 2, plutôt qu'un Layer 1, ça va se faire. Donc, est-ce que Mina ne deviendrait pas, in fine, un concurrent de Starknet et de Polygon Midden et d'autres projets qui ne sont pas EVM, justement, mais qui sont des intégrations spécifiques ZK avec des machines virtuelles spécifiques? Après, à la fin, est-ce qu'il y aura du développement dessus? Est-ce que ça va plaire? Ça, c'est autre chose. Mais là, j'essaie un petit peu de comparer les projets les uns avec les autres. Parce qu'en ce moment, ça Franchement, à bouge beaucoup sur les voir. alts. Et moi, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas de concurrent à Egenlayer? Enfin, est-ce que Egenlayer a tellement fait un truc de fou qu'il y a une barrière technologique et d'innovation qui fait que genre personne peut faire ce qu'ils font? Ou est-ce que... Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de concurrent à Egenlayer. Alors peut-être que je les connais juste pas, hein. Ça peut être aussi une Peut-être réalité. parce Hein. qu'il faut quand même faire un minimum quelque chose de différent pour être concurrent. Et que Ouais, tu vois, ça, par j'en suis pas exemple, convaincu. Ça, j'en regarde suis pas Lido et convaincu. Rocket Pool, ça va être une petite différence en termes de décentralisation, des trucs comme ça. Mais on peut faire un concurrent de Eigenlayer, mais c'est du restaking. Donc il Et faudrait pourquoi Lido le réinventer font le pas, par restaking. exemple? Mais non, mais il n'y a pas besoin de réinventer le restaking. Regarde, t'as 4000 L2 Dans ce qui font la cas-là, même chose, qui ont les dans ce mêmes techs. cas-là, T'as 4000 L1 qui font la même chose, qui ont la même tech. Tu vas me dire dans ce que... cas-là, Lido Hein, le ferait peut-être. Lido le ferait peut-être, mais tu sais que ça fait totalement sens. Quel est l'intérêt pour Lido de laisser Eigenlayer lui bouffer une part de marché? Franchement, ouais. peut-être que c'est philosophique et qu'il y a trop de core contributeurs Ethereum qui matchent pas cette philosophie-là et qui ont une grosse place dans la gouvernance. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Réflexion à voix haute, spéculative. Je peux pas voir le chat, les gars, donc je Quelqu'un a suis dit désolé. Eigenlayer a aucun avenir, Ethereum va pas laisser faire ça. Mais les gars, c'est genre n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est du... Enfin, C'est libre. c'est open source, quoi. Vitalik peut faire des papiers de blog pour dire que c'est pas bien, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Donc, lui, il a dit qu'il était concerné, qu'il avait des inquiétudes justement par la centralisation sur Eigenlayer, peut-être des liquidités en cas de problème. Mais ça, on le sait. Maintenant, je pense que des concurrents d'Eigenlayer vont exister. Ouais. Ouais, Est-ce qu'ils vont céder à la tentation? Parce qu'en fait, si tu vois qu'il y a un mec qui te fait du restaking et qui est valo 30 milliards, et que toi, tu étais le leader et que tu es valo 10 milliards, d'un point de vue purement économique et business, est-ce que tu irais pas le chercher? Ou est-ce que tu défends tes convictions comme quoi c'est dangereux et tu le fais pas? Ou est-ce que juste tu prends des founders pour faire un autre projet? Enfin, je sais pas, honnêtement. Moi, c'est un peu la question que je me pose. À quel point il y a
une conviction philosophique vs des intérêts économiques, quoi. J'enchaîne sur le RC 404. Alors, tu en as parlé dans l'émission de la semaine dernière. Voilà. Bon, ça, c'est un peu baissé. Hein. La hype a un petit peu baissé. Pour ceux qui ne savent pas, alors le RC 404, ce n'est pas un standard officiel. C'est un standard officieux dans le sens où il n'a pas été audité. Ce standard, il n'a pas été officialisé. Donc, c'est un truc spéculatif comme un autre sur Ethereum. Le principe, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente? C'est si tu achètes un jeton basé sur ce standard, en tout cas dans le cas de Pandora, eh bien, tu vas te retrouver. Je vais vous expliquer Pandora plutôt. Quand tu achètes un jeton sur Pandora, sur Uniswap, pardon, un jeton Pandora sur Uniswap, eh bien, tu génères aussi un NFT. Et si tu achètes plus d'un jeton, donc tu es à 1,2, 1,3, bref, que tu n'es pas à 2, donc tu n'es pas un nombre entier, bah, tu vas garder qu'un seul NFT. Si tu vends du jeton et que tu passes en dessous d'une unité, par exemple, tu passes de 1 à 0,9 parce que tu as vendu 0,1, tu détruis ton NFT. Donc, tu as un lien entre le NFT et le fongible. Et il y a aussi une notion de fractionnalisation des NFT. Et il y a aussi, apparemment, de ce que j'ai lu, la possibilité peut-être de jouer sur ces standards-là pour bypasser certaines réglementations. Donc, voilà, toutes sortes de spéculations autour de ça. Pour moi, l'objectif, c'est surtout de fluidifier les échanges sur les NFT et permettre à des gens de rentrer qui n'ont pas forcément les moyens jusqu'à maintenant, tu vois, qui a les moyens d'acheter un Punk, qui a les moyens d'acheter un Bored Ape, qui a les moyens... Tu vois, tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire ça. Et surtout que même si c'est fractionnalisé, bah en fait, vu que c'est pas des jetons qui sont fongibles, tu peux pas les échanger de manière liquide, genre sur Uniswap, etc. Donc en fait, tu as les ERC 404, qui est pas un standard officiel, et je crois que tu as aussi les ERC 20721, enfin globalement c'est plus ou moins la même chose, quoi, de ce que je comprends avec des petits edits. Et tu as ce qu'on appelle les Cellmates qui ont été créés, CELLMATES.io, je crois, ou un truc comme ça, qui utilise ce nouveau standard. J'en ai pas. J'ai vu des gens en parler, mais voilà. Et du coup, tu as les Wrapped Cell et tu peux échanger sur Uniswap et tu as vraiment. Regarde, Wrapped Cell, va appuyer sur le bouton Dex Screener. Wrapped Cell, ouais, mais en dessous, celui juste en dessous. Ouais, voilà. Okay. Et donc, en fait, c'est ce à quoi ressemblent genre des NFT, mais qui sont wrappés avec des jetons fongibles et qui permettent des échanges qui sont fluides. Mets-toi en un jour, peut-être. Mais voilà, tu vois, par contre, je savais pas ça, Léo. Ah là, tu m'apprends quelque chose. J'ai pas suivi cette semaine. C'est pas mal. Ça, c'est sorti, etc. Alors voilà, je maîtrise pas forcément très bien le sujet. J'ai juste vu que pas mal de gens en parlaient sur Twitter. Je suppose qu'il y a des gens plus calés que moi dans le chat. Mais en tout cas, voilà, ça existe. Et sur ces trucs-là, tu avais genre 1 million, 2 millions de dollars de volume échangé tous les jours. Chose qui n'est pas forcément le cas sur Bored Ape, etc. quoi. Donc voilà, d'ailleurs, même les Pudgy Penguins ont flip Bored Ape. Mais on verra comment toutes ces collections-là réagissent. Je pense qu'il y a évidemment le sujet des royalties. Mais ça peut se faire aussi avec une buy et une sell tax sur les jetons. Donc à chaque fois que tu vends ou que tu achètes ces ERC 404 ou autres standards, d'une certaine manière, bah, tu as une taxe qui est versée à un wallet, qui est le wallet de la collection. Donc ça, c'est imaginable. Après, le truc, c'est que c'est tellement nouveau que je pense que les collections attendent un petit peu de voir comment ça se passe, comment ça mûrit, avant de prendre des décisions. Mais c'est peut-être une direction ou quelque chose, ce vers quoi on se dirige. Là, ça pose aussi une question philosophique d'une certaine manière, parce que ces collections-là, elles vendent de l'art et du ownership dans des clubs. Et donc, est-ce que c'est tout à fait aligné avec ce qu'ils ont en tête? Je pense que dans tous les cas, il y a moyen que les collections s'adaptent parce que le marché s'adapte. Tu vois, c'est un peu comme Blur et tout le reste. Si tu as tout le marché qui fait quelque chose et que tout le monde décide qu'aujourd'hui, c'est le nouveau moyen d'échanger des NFT d'une certaine manière, bah, ils le feront, tu vois. C'est comme la guerre des royalties. Au final, tout le monde était en mode oui, il faut payer les royalties, etc. Et au final, tout le monde finissait par trader sur Blur. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose comme ça? Je sais pas. Honnêtement, je suis curieux d'avoir l'avis, par exemple, de Jean-Michel Paillon, de mémoire, il s'appelle comme ça, ou Jean-Pierre Paillon, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. Quelqu'un que j'ai interviewé qui est dans la collection d'art pour les institutionnels, les banques et les musées, et qui collectionne ça et qui est très au fait de toutes ces nouvelles choses. Donc je pense que ça pourrait être l'occasion de discuter de ça avec lui. Mais voilà, encore très très nouveau et sujet qui a pas eu trop le temps de maturer, donc hâte de voir ce que ça va donner. C'était il y a un bon petit moment. C'est Arte mort, c'est ça Non, pas Arte mort. Scroll. Ouais. Scroll encore. Michel. Ah oui, c'est lui. Ouais. Voilà. Exactement. Okay. Donc une vidéo qui n'a pas été beaucoup vue mais qui était très intéressante, donc je recommande franchement d'aller la voir. Si tu veux peut-être la mettre dans le chat. Vous la mets en description. Attends 2 secondes.
Parce que quand je fais la description YouTube, je me sers en fait des notes. Bon, je suis content, le réseau il a pas trop buggé. Je m'excuse, c'est Ça pas tient. un aussi bon micro que d'habitude, mais ça va. Je pense que le micro est OK quand même. Mais du coup, quelque Pour chose les qui est intéressant ouais. par rapport à ça, désolé, c'est que jusqu'à maintenant, la critique globalement, c'est que les NFT c'est peu liquide et que du coup, c'est difficile d'en sortir et, et de rentrer dedans parfois. Et du coup, je pense vraiment que ça peut enlever une barrière ou en tout cas un point de critique jusqu'à maintenant des NFT. Donc voilà, désolé de t'avoir coupé. Ouais. Il y a pas de souci. Donc je disais, pour les intéressés, le micro, c'est un mode mic sans fil que je peux bouger. C'est vraiment pas mal. Je le mets sur un casque sans fil à moi, du coup, comme ça, je peux utiliser le casque sans fil. Et c'est couplé au logiciel Crisp pour la réduction du bruit. Voilà, pour les intéressés. Donc on est sur 160 € à peu près, juste pour le micro sans fil. Et Crisp, j'utilise en version gratuite. Ensuite, donc on a la banque en ligne Revolut qui liste le bonk, donc le meme coin de Solana, pour faire des distributions sous forme de learn and earn, c'est-à-dire que tu vas avoir des programmes où tu vas pouvoir te renseigner sur les crypto-monnaies et choper des jetons. Deux choses intéressantes dans ce move. Le premier, c'est que le concept du learn and earn, Coinbase le fait depuis très longtemps. Ça marche très bien. Et c'est un bon moyen de fidéliser le client en mode j'ai appris les cryptos et c'est avec Coinbase que je l'ai appris. Là, en l'occurrence, c'est avec Revolut que je l'ai appris. La deuxième chose, et ça aussi c'est important de le disclaim, c'est que il y a des anciens de Revolut qui ont créé un produit qui s'appelle Deblock, avec lequel on va très probablement rebosser. On a déjà bossé avec eux. Donc c'est un Revolut-like, mais beaucoup plus focus crypto. Et je pense que là, que Revolut, ça leur a mis vraiment un coup de chaud, si je peux me permettre. Bon, tout le monde s'est mis à faire de la crypto dans les banques en ligne, mais Revolut, c'est pour moi, c'est le king. Tu vois, de la carte bancaire virtuelle. Pour moi, Revolut, c'est le king des produits. Et pas être suffisamment là sur la crypto, je pense que ça les dérange, surtout qu'une bonne partie de leur marge, c'est-à-dire que Revolut, c'est une boîte qui, je crois, n'est toujours pas rentable, ça ne vit que des investisseurs, mais la partie principale de leur marge, elle est faite justement sur les swaps en crypto. Donc, ils ont besoin d'assumer de plus en plus ce point-là. Et dernière chose, les meme coins, ça marche. Crypto.com, par exemple, ils ont des caisses et des caisses de Shiba. Et Revolut a fait le choix de prendre l'équivalent du Shiba, mais sur la chaîne de Solana, tu vois. Donc, petit move à surveiller. On discutait avec Bitpanda et il nous expliquait qu'ils avaient eu des gros pics de volume sur les meme coins. Comme quoi, souvent, c'est aussi un moyen d'entrer sur le marché pour pas mal de gens qui s'y connaissent pas trop. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Mais bon, c'est le marché. Ouais, il s'en tire pas mal, le Doge. Le SHIB, ça fait plus du volume comme avant. Un peu sur le carreau, mais parce que ça bouge pas. Si ça bougeait, ça repartirait. Oui, forcément, quand il y a des amplitudes, ça exécute plus de volume, quoi, dès qu'il y a de la volatilité. Ensuite, Revolut, cette fois, qui annonce un exchange dédié aux traders avancés, un petit peu comme Coinbase Pro. Donc, tu vois, on en revient un peu on prend ce que fait Coinbase, on prend ce que font d'autres, etc. C'est logique. Mais par contre, je découvre que les structures de frais, on serait entre 0 et 0,09%. Donc, on serait plus bas que Binance. Après, faut voir si c'est ça dépend de si c'est sur des produits dérivés ou pas. Parce qu'en fonction si c'est sur des produits dérivés ou du spot, en général, les frais sont pas du tout les mêmes. Ouais. Et vu que sur les dérivés, tu as tendance à exécuter plus de volume parce que tu prends de l'effet de levier, du coup, tu décuples un peu la taille de tes positions. Si tu commences à payer des frais qui sont trop élevés, tu te retrouves à te faire marteler quand tu prends des grosses positions sur les dérivés. Donc, je sais pas si c'est lié à du dérivé ou pas. Ça va être le cœur du sujet. Mais dans tous les cas, je trouve ça intéressant parce que ça va challenger un peu les boîtes qu'il y a dans l'écosystème et ça va permettre d'avoir des vrais acteurs Web 2 qui savent faire des bons produits et qui vont pouvoir challenger justement toutes ces boîtes-là dans le Web3 qui sont habituées à juste être concurrencées au sein de l'écosystème, mais pas entre boîtes Web2 et Web3. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose et on va pas se mentir, ça permet aussi de faire entrer pas mal de gens. Je sais pas si il y a des ETF entre guillemets qui rentrent dans cette nouvelle-là. Peut-être est-ce qu'on pourrait trader des ETF directement via Revolut, donc des ETF Bitcoin Spot. Donc l'ETF, je sais pas, de Fidelity, de BlackRock, etc. Voilà, sujet très intéressant et pour moi, c'est vraiment une grosse news. Pour moi, c'est vraiment, vraiment une grosse news d'avoir une boîte comme Revolut qui s'attaque à ce sujet-là. Je pense qu'il y a aussi le sujet avec leurs actionnaires et shareholders, voilà, comment on fait pour générer plus de revenus et de bénéfices par utilisateur. Et je pense que c'est peut-être amener ces utilisateurs-là sur de la spéculation d'une certaine manière ou davantage sur de l'investissement. À voir. Tu vois, on est sur un résultat net qui est pas... 2021. Pas 2021. fou, ouais, pas foufou. Ensuite, on vous a sorti un article très complet sur Shrapnel. Va s'en suivre un concours
avec eux pour gagner des opérators. Normalement, on vous tient au courant. On a une surprise dans l'article. Je ne vais pas vous la dire. Je vais vous laisser lire l'article. Mais voilà, pour les intéressés, on parle de plein de trucs et vous allez tout comprendre. Alors, je tiens là encore une fois à faire un disclaimer. On bosse avec eux. On bosse avec eux pour de la production de vidéo, de stream, concours, pas mal de choses. Moi, j'ai fait le choix de choisir de bosser avec Shrapnel parce que justement, j'essaie de bosser avec des gens qui ont des bonnes valeurs dans l'écosystème gaming Web3, étant moi-même un gros gamer et créateur de contenu autour du gaming initialement. Le jeu est encore en version alpha et c'est pas moins de le dire, hein. Là, franchement, il y a beaucoup de choses à corriger en termes d'optimisation des performances, etc. Mais le potentiel, il est là. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un extraction shooter. Vous allez pouvoir extraire du Sigma, donc une matière et d'autres éléments. Je vous mets dans la peau du personnage. Vous arrivez sur la map, arme en main. Vous récupérez du stuff, vous tuez des gens, vous lootez le stuff sur ces gens-là. Si vous arrivez ensuite à aller dans la zone d'extraction en vie, vous récupérez le stuff, vous sortez de la partie. Sinon, vous vous faites tuer, en fait, vous filez votre stuff à quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment une dimension où tu tires à ta vie parce que tu as le droit de mourir qu'une seule fois. Un peu un Battle Royale, non? Ouais. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Alors, moi, j'ai jamais joué à Escape from Tarkov, mais c'est des concepts qui sont de plus en plus, les extraction shooters. Les gens kiffent bien ça. Ils rajoutent de la blockchain par-dessus pour justement tout ce qui est personnalisation, etc. Et ils mettent en place aussi un système pour les créateurs. J'en parle quelque part. Tu as un système de réputation. Tu as un système pour les créateurs. En gros, tu vas avoir la possibilité de créer des maps, de créer des éléments de personnalisation pour les armes, etc. et les monétiser. Parce que justement, quitte à mettre de la blockchain, autant pousser le délire de la monétisation à fond, comme Minecraft ou Roblox l'ont fait. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, la monétisation sur Minecraft, Microsoft en fait la guerre. Pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des projets qui font des copies conformes de Minecraft pour se sortir de ça. Roblox, ils sont un peu plus pro-business. Et là, on va encore plus dans la logique pro-business avec le Web3. Voilà, donc on vous explique tout. On vous explique le token. On vous explique que c'est un early access et que pour avoir accès à l'early access, pour le moment, il faut acheter un pack d'extraction. Putain, il est long cet article en vrai. Il faut acheter un pack d'extraction et donc il y en a 3 types. Il y en a un à $20, un à $50, un à $100. Donc la surprise, elle est liée à ça justement. Et voilà, dès le pack à $20, vous pouvez avoir accès au jeu. Excusez-moi. Et après, le jeu sera totalement gratuit. Voilà. C'est juste que là, vous avez un avantage. Vous débloquez des contenus avec ces différents types de packs. Et si vous achetez le gros pack, en plus, vous achetez en prime un petit pack à offrir. Donc c'est à vous de voir. Et je pense que le jeu a du potentiel. Il y a encore 1000 choses à faire avant de faire venir des gamers massivement. Mais je pense que là, on commence à avoir des trucs qui ressemblent à quelque chose. Je veux dire, le Gaming Web 3, il y a encore peu de temps, c'était vraiment déglingué. Là, c'est plutôt pas mal. Et il faut savoir que dans les investisseurs, les angel investisseurs du projet, tu as le cofondateur de Valorant, pour ceux qui ne le savaient pas. Et dans les représentants, on a Meet, qui est un gros youtubeur Fortnite historiquement aussi. Donc, ils bossent avec pas mal d'influenceurs, joueurs pro, etc. Ils sont bon niveau marketing. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce qui est fait, j'aime bien ce que je vois. Je possède du jeton Shrap parce que j'ai reçu des airdrops. Je n'en ai pas racheté en plus. Nous sommes payés par Shrapnel pour faire la promotion de contenu. Pas spécifiquement en euros. Pas spécifiquement là, tout de suite. C'est juste que ça me fait plaisir de vous en parler, de pousser un peu plus l'article. Ça leur fera plaisir aussi. Donc voilà. Moi, j'arrête pour aujourd'hui au niveau du fondage. J'ai pas trop suivi le marché. Je faisais du farming, mais c'était pas du farming d'airdrop cette semaine. Et je vais te laisser prendre la suite sur les crypto-monnaies, mon frérot. Je voulais juste peut-être prendre 2-3 sujets, 2-3 questions dans le chat. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui disaient ouais, Starknet a perdu 90% de ses utilisateurs, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a eu surtout genre une période où genre ça s'est activé et une période derrière où en fait il y a eu un pic d'utilisation juste avant l'annonce de l'airdrop et ensuite que c'est retombé au niveau de avant l'annonce de l'airdrop en fait. Donc je sais pas si c'est lié à ça, je sais pas si on est de retour au même nombre de users, mais voilà, j'ai l'impression que actuellement tout est fait pour Full Starknet, donc voilà. Ouais. Février, le listing de Stark du coup. Airdrop de Avail, on connaît les critères. J'ai vu des rumeurs comme quoi les stackers de DIM seront éligibles. Je lis ça dans le chat. C'est que de la rumeur. Pour le moment. C'est que de la rumeur. Mais je pense qu'il y a un vrai play à jouer. Moi personnellement, je suis plutôt optimiste sur Avail. Pour être tout à fait honnête, nous on parle avec la team, etc. en ce moment, parce qu'on a vraiment envie de couvrir davantage le sujet de la data availability. C'est un sujet qui est parfois mal compris.
Et surtout que jusqu'à maintenant, on a vu surtout Celestia. Et on se dit que voilà, permettre aussi de couvrir d'autres choses que Celestia, c'est très bien. Il faut savoir que nous, on n'a jamais parlé à la team Celestia et qu'on les a couverts depuis belle lurette. Je crois que tu les as couverts très tôt, Celestia d'ailleurs. Donc je pense qu'un peu de diversité. Voilà, donc un petit peu de diversité dans la présentation des solutions de data availability, je pense que c'est plutôt positif, surtout que c'est une narrative, ou en tout cas une catégorie de crypto jusqu'à maintenant et de technologies qui ont été très bien valorisées par le marché. Dans le chat, on me dit, tu pourrais reparler un peu de NFT et des projets sur lesquels tu as investi. Honnêtement, les gars, moi, mes NFT, je les ai gardés, je les ai pas vendus. J'en ai vendu peut-être quelques-uns, mais c'est vraiment minime. Genre tous mes gros holdings sur Bored Ape Yacht Club, enfin... Mutant Ape Yacht Club, Kennel, Clonix, tout ça, moi j'ai gardé. Actuellement, je suis en perte, comme la majorité des gens qui sont dans les NFT, à part ceux qui sont arrivés très tôt ou qui ont peut-être pu faire des petits braquages récemment, ou ceux qui sont placés sur les Pudging Penguins ou les Mad Lads, etc. Mais ouais, moi les NFT, honnêtement, j'ai fait mon bag. Là, actuellement, j'ai une grosse perte latente et j'ai pas envie de capitaliser sur un truc où jusqu'à maintenant, j'ai fait peu d'argent. Je pense que mon alpha, en tout cas, l'avantage, le edge que je peux trouver sur le marché, il est plus d'un point de vue trading et investissement et pas forcément sur l'investissement des NFT parce que je me rends compte que pas mal de connaissances, malgré le fait que je sois peut-être plus renseigné que certains dans le chat. Mais voilà, pour l'instant, je vais juste attendre de voir comment ça se passe et ajuster en fonction de ça. J'ai tendance à average plutôt les winners que les losers. Et donc, pour l'instant, j'average plutôt des choses qui me font gagner de l'argent plutôt que des choses qui me font perdre de l'argent. Je pense que c'est possible qu'on ait une saison, une NFT season qui arrive tôt ou tard. Je pense qu'un des catalyseurs, ça pourrait être justement les nouveaux standards dont on a parlé un petit peu plus tôt. Mais honnêtement, aucune certitude. Je sais juste que quand il y a un marché où il y a personne qui s'y intéresse en ce moment, il y a un gros désintérêt et que la majorité des gens qui ont voulu vendre ont vendu, ça peut être justement des moments où le marché peut s'apprécier, rebondir ou prendre les gens par surprise. Donc, je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un bon environnement pour le faire. Mais personnellement, j'ai pas décidé d'augmenter ma size sur les NFT tout simplement. D'ailleurs, je sais pas si tu parlais de Massa ou j'ai mal entendu. Non. Massa a annoncé un partenariat avec Starknet aussi. Quitte à chiller nos bagues jusqu'au bout, mais du coup, on sait pas trop en quoi consiste ce partenariat publiquement. Moi, je sais en off que Massa a aidé sur certains composants de la stack technique Starknet, notamment le séquenceur, et que l'idée, ce serait de proposer de l'interopérabilité d'une part et de trouver des synergies d'autre part aussi. Et je trouve ce partenariat intéressant parce que, en gros, tu vois, tout à l'heure, là en ce moment, bon, je suis en vacances avec 2 potes que j'ai mis dans les cryptos. Donc, ils sont un peu plus en retard sur les fondamentaux et tout. Et j'ai posé une question très simple. Qui, à part Bitcoin, peut se vanter d'être plus décentralisé qu'Ethereum? Personne. Et en fait, tu te rends compte que la décentralisation, c'est même pas une composante qui se vend. T'as pas de narrative décentralisation, alors que bon, c'est un peu le principe de se protéger de la désintermédiation. La décentralisation, c'est quelque chose qui se fait naturellement dans le temps. Tu vois, dans le sens où Bitcoin, il est décentralisé par sa nature, par son lancement et par le nombre d'années d'existence qu'il a en fait. Et je pense que Ethereum, c'est la même chose. Mais tu peux pas t'attendre à ce qu'il y ait un projet ou un Layer 1 ou un Layer 2 qui soit lancé récemment, qui ait sa supply ultra décentralisée et non accumulée par peu d'acteurs. Parce qu'en fait, les jetons n'ont pas encore eu le temps de circuler et que ces projets ont eu, pour la majorité du temps, besoin de gros financements pour pouvoir développer tout ça, en fait. Moi, je pense qu'un Solana, je pense que les autres Layer 1 comme Avalanche, etc., je pense que la majorité des top crypto qui resteront et qui auront plus de 5 ans d'existence et où ils seront restés populaires, si ça arrive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cryptos qui sont restés populaires plus de 5 ans, se verront de plus en plus décentralisés par leur supply. Après, tu as le supply et la gouvernance. C'est-à-dire que oui, genre tu as des jetons de gouvernance, blablabla, mais c'est pas parce que tu as un jeton de gouvernance et que genre le jeton est très bien distribué que tu peux pas avoir de la centralisation par la tech ou par l'influence des fondateurs. Tu vois aujourd'hui encore l'impact que a le fondateur de Cardano, ou même l'impact que Binance a sur le BNB, ou même l'impact que Anatoly a sur le Solana, ou même l'impact que Vitalik a sur Ethereum. Donc, même si on parle de décentralisation, je pense qu'il faut nuancer parce que tu as le supply, tu as la tech, tu as tout ce qui est social. Et quoi qu'on en dise, on aime bien déléguer nos décisions à des gens qu'on croit plus intelligents et mieux positionnés. Donc il y a aussi ça.
Tout le monde dans le chat le redit, alors je le redis une dernière fois, il y a Monero, oui, effectivement, mais Monero n'est pas une plateforme de smart contract, ne compte pas le devenir. Mais alors pas du tout, parce que Bitcoin non plus n'est pas une plateforme de smart contract, même si c'est des petits smart contracts, mais avec ça, on a quand même réussi à faire des trucs en surcouche. Il y a Kaspa qui tend à se décentraliser, effectivement. Kaspa, j'ai envie de le mentionner quand même, mais c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout, hein, honnêtement, c'est pas ce qui se vend. Après, si on revient au débat du proof of work, donc il y a Alephium aussi, etc. C'est pas un truc qui se vend de manière générale, quoi, la décentralisation. Tu vas enchaîner sur les analyses? Ouais. Hop, je vais partager mon écran. Hop, je vais juste enlever le QR code et on est parti. Hop. Du coup, on est parti pour parler un petit peu technique et faire un point sur cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait extrêmement plaisir. Et mettez en commentaire une crypto que vous trouvez sous-valorisée. Je pense que ça pourrait être assez intéressant d'en parler dans les prochaines vidéos. J'ai vu que certains YouTubeurs, créateurs de contenu faisaient des versus. Voilà, et pourquoi d'avoir un minimum d'argumentation, parce que souvent, c'est l'occasion pour la plupart des gens de juste chill leur bag. Mais si peut-être développer une pensée autour de ce commentaire-là, peut-être possible. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. N'hésitez pas à le faire, surtout sur la rediff du live, du coup, qui sera sur YouTube, parce que dans le chat, je risque de perdre un petit peu les messages. Donc, où est-ce qu'on en est sur BTC? Eh ben, écoutez, BTC, bon, on est à 52 000 $. Je sais pas si j'en avais parlé publiquement, mais genre à cette clôture hebdo autour des 48 000, j'ai envoyé des messages dans mes comptes WhatsApp, Telegram et tout à mes potes, comme quoi j'étais très bullish, parce que pour moi, comme je vous l'expliquais, pour moi on avait eu la chasse de ce high ici, la réintégration derrière de ce range, et tout ce qui était autour de l'approbation et du listing des ETF. Bon, on a vu que malgré ça, on a réussi à casser le range par le haut, à clôturer au-dessus, surtout, ce qui est assez impressionnant. Et derrière, d'enchaîner encore cette semaine. Donc moi, personnellement, je suis très impressionné sur BTC. Et pour être tout à fait honnête, pour moi, on arrive sur la dernière résistance avant les 60 000 $. C'est-à-dire que si on regarde purement en weekly, du coup, on a consolidé dans ce range, on l'a cassé. Et au-dessus, on avait quoi comme résistance, si ce n'est cette grosse résistance en weekly autour des 44 000 $ qu'on a franchi, bah, on a celle des 52 000, quelque chose comme ça, 52 000, 53 000, non, 52 000. Et puis globalement, au-dessus, on n'a rien. On n'a absolument rien. Ici, c'est l'endroit où on a top. Ici, c'est l'endroit qu'on a retesté suite au gros crash, ou en tout cas de la baisse violente qu'on a eue. Donc on voit que c'est un niveau pivot. Et on voit surtout que lorsqu'on a cassé ce niveau ici, donc lorsqu'on a cassé cette résistance, on a juste poussé tout droit. Lorsqu'on a cassé les 60 000 $, on a poussé tout droit et le niveau qui a été retesté derrière, c'est les 52 000 $. Donc historiquement, pour moi, je trouve qu'on n'a absolument aucun niveau technique entre les 52 000 $ et les 60 000 $. Ce qui fait des 52 000 $, techniquement, une des zones de dernier recours des bears. Pour être honnête, pour moi, tant qu'on n'a pas de clôture sous les 48 000 $, sous les 47-48 000 $, pour moi, il n'y a pas mort d'homme, dans le sens où, jusqu'à maintenant, toutes les résistances qu'on a, eh bien, soit on les casse d'une traite, soit on consolide en dessous et on les casse. On voit qu'il y a vraiment un gros momentum dessus. Et j'aimerais bien vous montrer quelque chose que je trouve assez intéressant. Alors, Bitcoin ETF, j'ai plus le lien. Voilà, c'est ce lien. Ce qu'on voit tout simplement sur BTC, c'est qu'on voit des inflows de malades sur les ETF. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a une pression acheteuse constante sur les ETF. Encore une fois, par le passé, je vous parlais moins de ETF parce que, enfin, je vous en parlais, mais dans une moindre mesure parce que c'est pas que c'était survendu, mais on nous disait plein de choses, mais on savait pas forcément à quoi s'attendre et on n'avait pas forcément de données pour commenter et voir l'impact réel que ces ETF ont. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis le lancement, on a eu 4,8 milliards de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, que les ETF détenaient 619 500 Bitcoin, et que maintenant on est à 720 000 Bitcoin. Donc il y a eu plus de 100 000 Bitcoin achetés et ajoutés sur les ETF. Donc évidemment, il y a eu de l'outflow, donc il y a de l'inflow, c'est de l'argent qui rentre, de l'outflow, donc c'est de l'argent qui sort. Mais si on prend le net flow, donc la différence entre l'inflow et l'outflow, on voit que en fait, le net flow est très positif et qu'il y a beaucoup de Bitcoin qui ont été achetés, beaucoup plus de Bitcoin achetés que de Bitcoin vendus, ou en tout cas détenus sur les ETF. Donc plus 100 000 BTC en net sur les ETF. On voit que ces derniers jours, donc le 12 février, ici on le voit à droite, donc 12 février, plus 600 millions de dollars, 13 février, plus 545 millions, 14 février, plus 681 millions de dollars,
Le 15, 331 millions de dollars. Et le 16, 446 millions de dollars. Donc ça, c'est les net flows. C'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc on voit que, en fait, il y a une vraie demande instit. Je crois que c'est Paul de Crypto Formation qui me disait que, en fait, Fidelity avait plus ou moins figé dans le marbre sa politique de mettre 1% des assets qu'ils avaient under management dans BTC, ou en tout cas que les flows qui rentraient allaient se déverser probablement continuellement dans les ETF Bitcoin, dans leur ETF Bitcoin. Et ce qu'on voit, c'est qu'on le ressent là. On est à plus ou moins 400 millions de dollars achetés tous les jours. Si on prend la différence entre les achats et les ventes, donc ça fait beaucoup de Bitcoin qui rentrent dans les ETF. Je pense pas que c'est des Bitcoin qui vont nécessairement bouger de sitôt, qui vont en sortir. Donc on voit qu'on a une grosse pression acheteuse, et cette pression acheteuse, je pense qu'on la ressent sur le graphe. Alors évidemment, il n'y a pas que les ETF, mais là on parle d'achat spot, donc c'est de l'achat spot, c'est pas des produits dérivés, donc c'est tout simplement énorme. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi être très bearish sur BTC, si ce n'est peut-être la localisation. On arrive dans la reload zone vendeuse, 61-78% de retracement de toute la baisse. Pour moi, on avait cette dernière résistance autour des 44 000 $, on l'a cassé. La résistance d'après, c'était les 52 000 $, on est dessus. Si jamais on la casse, c'est 60 000, et au-dessus, on n'a plus rien. Je suis pas convaincu que les 60 000 $, on arrivera à les franchir du premier coup. Et pour moi, il y a toujours un monde où on rejette ici autour des 52 000 $. Donc je pense que acheter du Bitcoin après toute cette hausse, donc vraiment acheter en mode vertical, c'est pas forcément la meilleure des choses. Même si Bitcoin arrive à surperformer la majorité des altcoins, etc., on va pas se mentir, le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'était probablement sous 30 000 $, quand vous cassez les couilles à chaque émission avec ça. Donc, Bitcoin toujours aussi fort. 52 000 $ ici, petite chasse de ce high. Si jamais on n'a pas de rejet sur cette localisation, je pense qu'on est bon pour les 60 000 $. Donc vraiment, jusqu'à preuve du contraire, on est sous une résistance, mais jusqu'à maintenant, toutes les résistances, on les casse. Donc voilà, je pense pas que c'est le moment de devenir oméga bullish, mais on n'a aucun signe de retournement, et je pense que shorter maintenant, sans structure de retournement, c'est clairement de l'anticipation, et je trouve que c'est clairement agressif. Donc personnellement, je ne short pas Bitcoin. Lorsque j'ai des opportunités en low time frame, donc sur des petites unités de temps de longue, avec des chasses de stop long, donc des petites corrections où on dégage pas mal de longues, j'essaye de me positionner. Mais voilà, jusqu'à maintenant, Bitcoin super fort. Qu'est-ce qu'on peut voir d'un point de vue capitalisation de marché? On peut voir que, on a cassé cette grosse zone bleue dont je vous parlais depuis un moment, qui correspondait aux 1500 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto en excluant les stablecoins. Je vous disais qu'on avait globalement consolidé en dessous pendant 9 semaines, voire 10 semaines. Et qu'à partir du moment où on cassait ce niveau en bleu, pour moi, il n'y avait aucune résistance jusqu'au niveau orange. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est quasiment au niveau orange. Donc, on s'approche sur Bitcoin d'une résistance, on est sur une résistance qui est assez majeure, les 52 000 $. Sur la capitalisation totale du marché crypto, on arrive sur cette borne orange qui me semble assez importante, puisque c'était un gros niveau de support qui a été retesté avant cette hausse, un niveau de support qui a été retesté après cette baisse, et un niveau qui a été flip en tant que résistance lorsqu'on a consolidé ici en début 2022. Donc pour moi, je pense qu'il y a toujours de la marge pour pousser globalement ici. Mais j'ai hâte de voir la réaction qu'on aura sur ce niveau orange. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, toujours optimiste sur la capitalisation totale du marché crypto. Et moi, voilà, je vous disais que j'étais optimiste si on arrivait à clôture au-dessus de cette bande bleue. Bon, depuis, on a fait plus 15%, et depuis la dernière clôture, on a fait plus 9%. Donc, tout va pour le mieux sur le marché crypto. D'un point de vue capitalisation des altcoins, je vous disais que j'étais beaucoup plus optimiste que par le passé, parce que justement on avait eu cette petite chasse de l'eau ici, et qu'on avait maintenu le niveau des 38% de retracement de toute la hausse depuis ce bottom là ici, puisqu'on peut considérer ça comme un mouvement haussier assez identifiable, avec une consolidation derrière. On tient les 38%, qui est le premier arrêt, la zone idéale à tenir dans un mouvement fort, dans une tendance forte, niveau tenu, et derrière on arrive à faire surtout un higher high sur les altcoins, donc la capitalisation totale des altcoins en excluant les stablecoins, donc total 3, moins USDC, moins USDT, moins DAI. Et donc, comment être encore une fois baissier sur les altcoins alors qu'on tient le premier arrêt, donc un niveau qui doit tenir dans une tendance forte, et que derrière on arrive à faire un sommet plus haut que le précédent. Donc, sur les altcoins, je suis bullish en USD. Sur la capitalisation totale du marché, je suis bullish. Sur BTC, je suis bullish. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que voilà, sur les altcoins vs BTC, oui, on a un petit rebond, mais c'est encore très timide. Et même sur Ether contre BTC, oui, on a un rebond, mais bon, c'est pas le rebond de l'année, quoi. On voit que BTC a toujours beaucoup de force, et je pense sincèrement que BTC gardera de la force tant qu'on a autant d'argent qui rentre dans les ETF, et tant qu'on a la halving devant nous.
Je pense que Bitcoin peut perdre de la dominance un petit peu après le halving, mais même maintenant, j'ai des doutes dans le sens où en fait, on a tellement d'argent qui rentre dans les ETF que en fait, c'est fou, quoi. On a tellement d'argent qui rentre dans les ETF, c'est quelque chose qu'on voyait pas par le passé. On voit qu'il y a de moins en moins de BTC qui sont détenus par les exchanges ou holdés sur les exchanges, qu'il y a de moins en moins de BTC qui sont disponibles sur les desks OTC, de ce que j'ai vu d'après les données Glassnode qui étaient mises en avant par Professeur Unchain de mémoire. Donc compliqué d'être pessimiste sur ce marché-là. Mais voilà, globalement, 52 000 $ pour moi, ultime résistance avant les 62 000, avant les 60 000. Si on arrive à break les 52 000, pour moi, il n'y a absolument rien jusqu'aux 60 000, et donc il y a moyen qu'on accélère. Mais pour moi, il y a vraiment un monde où, si on veut se retourner, c'est maintenant. Voilà, il faudrait qu'on consolide un peu plus. Je ne pense pas que ce retournement, il arrivera du jour au lendemain comme ça. Je m'attends plus, si jamais on doit se retourner à une consolidation un peu plus longue avec une chasse de high, peut-être une deuxième chasse de high. Enfin bref, on essaye de rect un maximum de longues qui sont trop optimistes pour derrière se retourner. Mais j'ai du mal à croire qu'on se retourne tout de suite maintenant. Donc moi, c'est vraiment ce qui va se passer dans cette zone des 52 000 qui va m'intéresser parce que voilà, si jamais on est amené à la casser, pour moi, il n'y a strictement rien jusqu'aux 60 000. 59 000, 60 000, ça me semble la prochaine résistance si jamais on arrive à la casser, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on arrive à faire un higher high, donc un sommet plus haut que le précédent. Pour être honnête, c'est pas que je m'y attendais pas, enfin, j'étais très optimiste sur Bitcoin et un peu moins sur Ethereum. Et je m'attendais dans un temps à ce que cette résistance fasse son job ou qu'on ait un retournement peut-être ici. Mais rien n'y fait en fait, hein, rien n'y fait, juste on casse tout par le haut. Et pour moi, sur Ethereum, la prochaine résistance logique, elle est autour des 3100 $. 3050 à 3100 $, je vois vraiment rien avant. Pour moi, on a plus ou moins réintégré le range qu'on avait ici entre les 2500 $ et les 3000 $. C'est une zone dans laquelle on a consolidé pas mal de temps et qui en weekly fait sens. On voit que les niveaux sont plutôt bien respectés. Donc voilà, moi jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on tient les 2400, j'essaierai d'acheter le dip pour viser les 3100. On voit que Ethereum a quand même du mal. Oui, il reprend un petit peu sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, mais là où on a un BTC qui est en reload zone, donc 61-70% de retracement de toute la baisse, donc cette zone rouge ici, Ethereum en est encore loin. Donc pour moi, Ethereum, je vois pas de signe de force sur Ethereum vs BTC qui est si flagrant que ça. Mais je me dis que en fait, on a tellement d'inflow sur les ETF Bitcoin que si jamais on a, et on voit un effet tellement positif sur Bitcoin via les ETF pour le moment, si Ethereum avait des ETF spots, vu que, alors ce serait peut-être pas la même taille d'inflow, hein, mais je crois, enfin, Grayscale n'avait pas un gros trust avec un discount sur Ethereum, si? Je sais plus. Sur Ethereum, on peut le savoir, tu tapes BYBT, BYBT, Grayscale. Peut-être dites-nous dans le chat parce que j'ai peur de perdre du temps sur ça. Mais voilà, moi je sais pas s'il y avait. Enfin, en tout cas, ça me semble moins flagrant. Mais dans tous les cas, genre, si on a un market cap qui est 3 à 4 fois inférieur sur Ethereum par rapport à Bitcoin et qu'on a des inflows qui sont, je sais pas, même 2 fois inférieurs, ça pourrait avoir un impact sur le marché qui pourrait être énorme. Surtout que, en fait, on a beaucoup moins d'inflation sur Ethereum que sur Bitcoin maintenant. Ou en tout cas, l'inflation est contenue par la mise à jour avec The Merge et l'approche un peu ultra sound money, déflationniste, etc. Donc si on a un Ethereum qui est de plus en plus utilisé, EIP. Ouais, EIP. Donc si on a, comment dire, une demande institutionnelle qui est assez importante pour un market cap qui est bien inférieur à Bitcoin et que on a peu d'inflation, voire de la déflation, Ethereum pourrait largement rattraper son retard. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur Ethereum malgré le ratio Ether contre Bitcoin. C'est assez mystique comme analyse, tu vois. Mais je pense que vraiment Ethereum peut largement rattraper tout ça. Surtout que, au final, oui, on a de la valeur qui part sur les layer 2, mais on voit que cette vision d'avoir un Ethereum layer 1 et ensuite des layer 2 sur lesquels on scale prend de plus en plus forme et commence à maturer, tu vois. Donc, sincèrement, sur Ethereum, on voit des choses plutôt positives. Et donc, moi, personnellement, je peux pas être bearish avant les 3100 $. Et si jamais on les attaque et qu'on n'a pas de résistance majeure, je pense qu'on pourra accélérer bien plus haut, chercher, voir les 3900. Pour moi, les deux niveaux majeurs à checker sur Ethereum, c'est les 3100 $. En tout cas, plus haut, c'est 3100 $ et 3900. Pour moi, c'est les deux zones clés. Et sinon, les niveaux plus bas, c'est entre 2400 et 2500. Je pense que si jamais on a un dip qui se rapproche de cette zone-là, j'essaierai de l'acheter. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc, comme vous l'aurez compris, optimiste sur ce marché pour l'instant.
Il va falloir voir la réaction qu'on a sur BTC sur les 52 000 $, parce qu'évidemment, ça va avoir un impact sur tout le marché si jamais on consolide ici ou qu'on se retourne. Je pense sincèrement le plus positif, ce serait qu'on ait une consolidation ici autour des 52 000, que le marché sache pas trop quoi faire, et ça nous permettrait peut-être d'avoir des alts qui se rattrapent. Mais voilà. Donc voilà, personnellement, j'ai pas vendu mes bagues. Je suis toujours bien exposé à Ethereum et à Solana. Il y a pas mal d'autres coins. Dans les autres coins que je regarde et qui m'intéressent pas mal, on a le JUP. JUP sur lequel beaucoup de gens ont craché. Même moi, j'étais assez surpris de la sous-performance qu'on a. En 4 heures, voire en 12 heures, pour moi, on a un niveau qui était assez clean ici, autour des 52 centimes. Et est-ce qu'on serait pas en train de matérialiser une sorte de retournement sous forme de W, donc une sorte de double bottom avec un low et un higher low ici, et genre un high et un higher high ici. Donc potentiellement une structure de retournement en daily. Si j'ai un dip autour des 52 centimes, je voudrais bien l'acheter avec un SL sous les 48 centimes pour viser bien plus haut. Je pense que c'est un jeton sur lequel on a tous un peu craché. Et quand je vois potentiellement un W daily se matérialiser alors que c'est un jeton qui commence à se faire oublier, et bah ça m'intéresse de me positionner dessus, ou en tout cas de le surveiller de bien plus près. Donc voilà pourquoi je surveille pas mal JUP. Tada que j'ai acheté à 8 centimes au secondaire, plus sur lequel j'ai investi en privé. Tous mes wallets sont publics sur le Discord, je les ai partagés. Je suis rentré ici. Je crois que j'ai commencé à TP 10 ou 15% autour d'ici. J'en ai racheté aussi sur un auto wallet ici. Et ben maintenant, on est en découverte de prix et on va plus haut et c'est pas listé. Donc je pense pas mal de potentiel, surtout que Tada est sur la narrative IA, donc c'est assez intéressant. Après, il y a très peu de jetons qui sont en circulation, donc on va voir ce qui se passe quand il y aura les unlocks. Solana, bah écoute, moi, comme je te l'ai expliqué, pour moi, on avait un retest parfait en weekly sur les 80 $. Pour moi, c'était vraiment un retest parfait en mensuel, plus les 38% de retracement de toute la hausse depuis le bottom. Donc vraiment, on avait tout d'aligné, plus une chasse au stop, etc. Et là, pour le coup, on avait pas mal de high à chasser. Donc celui-ci, 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 celui-ci. On les a chassés ici avec ce petit push. Et pour l'instant, tant qu'on maintient ce niveau ici en tant que support, c'est plutôt clean. Tant qu'on maintient ce support, je pense qu'on peut accélérer bien plus haut sur Solana. Par contre, si on perd ce niveau, je pense que je viserai au moins sous les 93 $ et ce serait l'occasion de viser un higher low, donc un creux plus haut que le précédent, pour derrière continuer à viser une poursuite vers le haut. Mais dans tous les cas, je suis optimiste sur Solana et je continue à viser plus haut. Donc voilà, mais si jamais on arrive à flip cette zone ici, là, des 108 $ en tant que support, donc cette zone sur laquelle on avait accumulé pas mal de high à chasser, si on arrive à la flip en tant que support, ce qui est le cas pour l'instant, et qu'on la garde comme support, je pense qu'on peut vraiment accélérer au nord. Et je sais pas toi, mais je trouve que Solana, je le vois beaucoup moins passer dans ma tête. J'ai l'impression que les gens sont en train de se perdre dans tout ce qui est airdrop, layer 2, ZK rollup, etc. Mais j'ai l'impression qu'on entend moins parler de Solana. Donc je me demande s'il n'y a pas peut-être un push à jouer et si Jup en profiterait pas. Jusqu'à maintenant, il n'en a pas profité, mais voilà. Tia qui respecte toujours sa trendline ici. Une trendline, d'habitude, j'en parle pas souvent, mais il y a vraiment beaucoup de points de contact. On a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Enfin, on a vraiment beaucoup de points de contact. Qui a réussi à faire un nouvel ATH, mais qui, au final, clôture sous les 20 $. Donc pour moi, tant qu'on n'arrive pas à flip cette zone des 20 $ en tant que support, je me dis qu'il peut y avoir une perte de momentum sur Celestia, en tout cas sur TIA, et c'est pour ça que j'ai décidé de me protéger. Donc pour être tout à fait clair et honnête avec vous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai shorté l'équivalent en TIA de ce que j'avais de staké. Donc ce qui fait que je ne suis plus assujetti aux variations de prix du jeton TIA, mais que je suis toujours exposé en fait aux airdrops qu'il peut y avoir pour les projets qui rendent les stakers de TIA éligibles en fait. Donc globalement, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où on récupère ce niveau des 20 $ en tant que support, j'ai décidé de couvrir mon exposition à TIA parce que j'ai un petit peu peur, honnêtement, qu'on puisse avoir un retournement, surtout si BTC faiblit autour des 52 000 et qu'on a un Celestia qui perd en momentum et un Veil qui arrive, etc. Je sais pas. Je pense qu'évidemment, à tout moment, ça peut être stimulé par de nouveaux airdrops pour les stakers de SIA, mais voilà, je commence à faire attention. Voilà, parce que ça me fait peur et que j'ai pas envie de prendre un gros drawdown alors que mon objectif était d'être éligible aux airdrops, ce que j'ai été. Et donc voilà. Et j'ai fait de même pour Dimension. Dimension qui a réussi à faire un nouvel ATH ici, mais qui a derrière clôturé sous les 8,30 $. Donc tant qu'on n'arrive pas à récupérer les 8,30 $ en tant que support pour vraiment poursuivre en découverte de prix, je me protège du pire en cas de correction. HNT, donc Helium, qui a vraiment fait quelque chose de sympa. En 3 jours, vraiment, on avait une sorte de triangle ascendant. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de formule, mais globalement, on faisait des creux de plus en plus haut,
et on continue à stagner sous les 8,50 $. Donc moi, je suis rentré autour des 8,30 $, 8,40 $. J'avais mis mon SL ici et je visais tout simplement plus haut. On n'a toujours pas atteint mes TP sur Helium, mais je suis toujours bullish et j'ai déplacé mon SL sur mon entrée autour des 8,40 $. Donc optimiste sur Helium tant qu'en fait on ne repasse pas sous ce niveau des 8,40 $, 8,50 $, surtout que en fait en low time frame, donc ici on a ce niveau qui est très clair, qui nous sert de résistance une fois, deux fois, trois fois, et ensuite qu'on déborde et qu'on reteste ici en tant que support. Donc pour moi, on a déjà eu le retest, et donc j'ai pas envie de voir ce prix retester à nouveau, donc personnellement, j'ai mis mon SL ici, autour des 8,30 $, 8,40 $, et je vise toujours plus haut tant qu'on ne va pas rechercher ce prix. PIF, je vous disais que j'étais toujours optimiste tant qu'on perdait pas ce niveau en vert, et ce qu'on a vu, c'est tout simplement une accélération. Donc je crois que la précédente émission, on était autour d'ici. Je vous disais que tant qu'on perd pas le niveau vert, je suis optimiste. Et donc je vise toujours plus haut sur PIT. Par contre, sur PIF, j'ai unstaké mes PIF, mais je vais les restaker très rapidement. Mais je vais couvrir l'équivalent, je pense, sur les dérivés, ou au moins une partie. Parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus d'airdrop sur PIF, mais que j'arrive à un moment où, voilà, j'ai pas envie de prendre davantage d'exposition sur tout ce qui est farming d'airdrop, en tout cas pas trop fortement. J'ai peur qu'on renverse un petit peu la vapeur, tu vois, qu'on perde un petit peu de vitesse sur ces trucs-là. Et donc, pour me protéger de ça, j'ai décidé de plus m'exposer aux variations de prix, mais d'être toujours éligible aux potentiels airdrops. Donc, je détiens toujours du PIF, je détiens toujours du TIA, je détiens toujours du Dimension, mais j'ai couvert Dimension et TIA, et je vais probablement bientôt couvrir PIF. Après, sur PIF, pour moi, il y a probablement plus d'upside que sur le reste, parce que c'est moins capitalisé, parce que voilà, on arrive à peine en découverte de prix, etc. Donc voilà. Sinon, sur le reste, sur ce que je regarde, honnêtement, tout a explosé. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Il y avait juste Caspa où pour moi on n'avait pas chassé ce high, et ce high qui était globalement l'endroit où on avait fait notre dernier ATH ici. Personnellement, je cherchais un dip pour derrière justement chasser ces highs. Bon, j'ai pas eu le dip, mais voilà. Sur Caspa, on est reparti en découverte de prix. Tant qu'on perd pas ici les 14 centimes et demi, voire les 15 centimes, tant qu'on perd pas ce niveau-là, je reste optimiste sur Caspa. Et vu que c'est de la découverte de prix, derrière ça part tout droit, hein. Donc il faut essayer de profiter de ces périodes de découverte de prix. Et donc dans ces cas-là, pour moi, tant qu'on reclôture pas sous le précédent ATH, je vois pas forcément de raison de m'y opposer, de shorter ou quoi que ce soit. Je pense que les dips sont plutôt à acheter, tant qu'en fait on ne reclôture pas sous le dernier ATH. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant sinon? Bon, le Tao qui est parti en flèche, que dire. BGB aussi qui est parti en flèche, absolument une folie. Globalement, on a plein de trucs qui décollent, mais des trucs sur lesquels je suis pas du tout exposé. Moi, je cherche des trucs qui sont assez horizontaux et qui ont pas mal d'upside. Et dans ces trucs-là, pour moi, on trouve Arbitrum et Optimisme, j'en parlais déjà. Mais globalement, pour moi, tout ce qu'on a fait, c'est retester les précédents ATH comme support. Donc ici, on avait notre ATH sur Arbitrum. Et là, on est en train de retester cette zone en tant que support. Ici, on a rebond. Si jamais j'ai un dip ou une consolidation dans cette zone ici, je pense essayer d'acheter pour derrière viser un nouvel ATH et une poursuite de la découverte de prix. Sur Optimism, on est exactement dans le même scénario. Je pense que les L2 vont continuer à être de plus en plus capitalisés. Surtout quand on voit un Starknet arriver, être aussi bien capitalisé. Donc après, est-ce que on va avoir un petit peu de liquidité passer de OP Arbitrum sur Starknet? Je sais pas. Peut-être que les gens sous-exposés à tout ce qui est ZK voudront le faire, mais en même temps, la capitalisation de Starknet est tellement élevée que, bon, un peu compliqué. Donc, franchement, je sais pas trop. Et pour ce qui est de Lido, moi, personnellement, tant qu'on était en dessous de la zone rouge, j'étais vraiment pas optimiste parce que, voilà, on a fait quasiment deux ATH au même niveau. Enfin, on a fait un ATH et un ATH très rapidement au-dessus de ce niveau-là, mais derrière pour clôture en dessous. Et ici, on a débordé ce niveau-là, donc on est passé en découverte de prix de mémoire, ou en tout cas pas loin. Et donc voilà, pour moi le fait qu'on reteste ce niveau en tant que support c'est cool, mais il faut vraiment maintenir ce niveau rouge pour derrière essayer de viser bien plus haut, autrement ça ressemblera à une déviation. Donc je pense que Lido peut aller beaucoup plus haut, mais je veux vraiment voir ce niveau en rouge tenir et être utilisé comme support, sinon on n'est pas au bout de nos peines. Et sur BNB, plutôt cool qu'on clôture au-dessus de ce niveau en rouge. Pour moi c'est la plus grosse résistance sur le graphique. Si on regarde en mensuel, pour moi j'ai vraiment l'impression qu'on était dans une sorte de range ici entre les $220 et les $340. Donc un range mensuel qu'on est en train de casser. Bon, la clôture weekly, si on clôture comme ça, elle est pas ouf,
Mais si jamais j'ai un retest de ce niveau en rouge en low time frame qui est assez séduisant, je pense l'acheter pour continuer de viser plus haut. Pour moi, tant que sur BNB, tant qu'on maintient ce niveau rouge en tant que support, tout va bien. Par contre, si on commence à clôturer en dessous du niveau rouge, je pense que ce sera une opportunité de short et qu'on pourrait voir ça comme une sorte de déviation au-dessus du niveau avant de réintégrer en dessous et donc d'essayer de pousser plus bas. Mais je vois absolument ce niveau tenir en rouge si jamais il est retesté pour continuer à viser plus haut. Autrement, ce serait assez bearish sur BNB. Mais si jamais on arrive vraiment à casser ce niveau avec un beau retest et tout, je pense qu'on va vraiment être en up only. Et qu'on pourrait surtout dessiner, pour les amateurs, un W mensuel. Ça ressemble vraiment à un low, un higher low et un high, et potentiellement une clôture au-dessus et un higher high. Donc structure de retournement long terme en reload zone acheteuse. Donc ça pour moi c'est très puissant et j'irai pas m'opposer à une latéralisation de plusieurs mois voire plusieurs années et de la cassure d'une des plus grosses résistances sur le graphique. Je veux absolument voir les 340 $ tenir en tant que support, sinon ce sera compliqué. Mais voilà, sur BNB c'est assez intéressant. Sinon sur le reste ça push, mais honnêtement tout commence à être très vertical, donc c'est pas foufou. Mais je me suis noté 2-3 cryptos qui me semblent assez à plat et qui pourraient bien profiter et qui sont ce genre de crypto sur lesquels je me suis positionné avant qu'elles explosent comme sur LPT. Pour moi, on a Matic qui pourrait reprendre des couleurs. Bon, je me suis pas positionné encore dedans, mais je surveille de très très près. On a Apecoin aussi, qui pourrait nous valider une sorte de gros W weekly et surtout une latéralisation avec un désintérêt total du gaming, du métaverse et des NFT. Donc je me dis que peut-être Apecoin pourrait en profiter tôt ou tard, surtout que Yuga Labs vient de faire de l'achat, l'acquisition d'une nouvelle collection. Peut-être que ça pourrait continuer. Et peut-être que ça pourrait présager des choses assez sympas pour leur métaverse, donc The Other Side, qui doit prendre vrille prochainement. Donc peut-être essayer d'anticiper les gens qui vont vouloir se positionner dessus. Je suis pas encore dedans. On a Compound aussi pour moi qui est très très beau, qui latéralise, qui a vraiment perdu en volatilité depuis 2 ans, qui est très à plat. Donc c'est pas les cryptos sur lesquels je vais être le plus bullish long terme, mais c'est des cryptos qui n'ont pas profité du marché aussi récemment, qui latéralisent, qui perdent de la volate, qui perdent de l'intérêt, mais sur lesquels on peut avoir des regains d'intérêt assez rapidement. Donc voilà, moi c'est pour ça que je surveille Compound. Je surveillais GRT depuis quelques jours, qui a commencé à un petit peu accélérer, mais voilà, c'est ce genre de crypto qui m'intéresse. Pareil, Shiba, Doge, etc. On est encore à plat. Voilà, c'est des choses sur lesquelles, c'est des choses que je regarde. Pareil, Sandbox. Je suis pas le plus grand fan de Sandbox, honnêtement, mais d'un point de vue purement technique, ce qu'on a fait là, c'est vraiment clean. Hein. Le fait qu'on ait ce support, qu'on le teste plusieurs fois, qu'on casse en dessous, qu'on ait une sorte de déviation, qu'on le récupère en tant que support et que maintenant on essaye d'évoluer au-dessus avec une totale perte de volatilité par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, une longue latérisation. Donc voilà, c'est des trucs un peu à plat que je regarde. Pareil pour Theta. Alors c'est pas forcément des cryptos genre d'avenir, mais c'est des cryptos sur lesquels je pense on peut prendre des x2, x3, x4 assez facilement et rotate cet argent autre part. Peut-être que le capital serait plus efficient en les mettant sur d'autres choses qui sont un peu plus shiny et qui performent déjà bien. Je sais pas, comme Tao, etc. Mais moi, acheter des trucs verticaux, c'est pas mon truc. Donc voilà pourquoi je regarde un petit peu ces trucs-là. Et donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette semaine. Honnêtement, j'ai pas regardé 10 000 trucs. Je me concentre surtout sur BTC, sur trader les low time frame, etc. Sur bien gérer mes positions, notamment sur TIA, Dimension, PIF. Et essayer de me concentrer sur mes prochains moves. Donc ouais, c'est surtout ça le plus gros. Et dans les trades actifs vraiment que j'ai en ce moment, j'ai BTC, j'ai Helium, j'ai Jupiter qui est en attente, j'ai Tada qui est en cours, et puis on laisse courir le reste. Mais j'ai vraiment fait des braquages sur peu de coins récemment, et ça m'a vraiment profité. Donc voilà, sur Tada, j'ai pris x3 plus mon investissement en perso, en privé. Hein. Et ouais. Tada, je les call en vidéo, je les call sur mon Discord, et je les call sur mon Discord vraiment au lancement, quoi. Donc c'est pas ouais les gars ils sont en invest privé, ils font des performances qu'on peut pas répliquer. Là pour le coup j'en ai vraiment parlé direct, j'étais transparent, j'ai partagé mes wallets, n'importe qui peut voir mes wallets, ou à combien j'ai acheté, si j'en ai vendu, si j'en ai retiré, etc. Donc j'ai fait peu de moves mais qui ont été très payants dernièrement, et je suis très content. Je vais faire mon bandeur de Picsou. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que ça fait depuis un bon moment déjà qu'il fait preuve d'une transparence exemplaire en tant que trader. Je veux dire, c'est sur son Discord, on en parle, tout est archivé sous forme de vidéo, etc. De temps en temps, s'il y a un raté, bah, certains se feront un plaisir de lui tomber dessus, mais je pense que de manière générale, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif. Je vois toujours des mecs parler de fraude parce qu'il y a de l'affiliation, des trucs comme ça. Qui a le niveau de transparence de Picsou sur le CTFR en étant autant mouillé? Qui?
Non, mais sérieux, c'est mon pote, c'est mon associé qui. C'est quand même assez impressionnant, tu vois. Parce que ça pourrait mal se passer et tu pourrais en prendre plein la gueule. Et ça se passe bien parce que tu as des convictions, tu as des bons bêtes. Peut-être ça se passera moins bien à un autre moment, mais moi, je te dis vraiment bravo sur ça parce que moi, j'étais Merci, mon beaucoup en ref. retrait sur les investissements et là, récemment, ça revient, tu vois. J'ai mon petit LPT, j'ai mon petit Factorn, je te suis sur Pit, je vois les choses bouger, les alts, ça bouge, ça me fait plaisir et j'espère que c'est que le début, honnêtement, hein. Bah, c'est surtout que, enfin, moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, depuis le bottom ici, pour moi, j'ai fait un sans faute. Il y a juste sur ce retest ici où je voulais recharger plus, et globalement, moi, j'avais mis mes bids ici et on les a pas atteintes. Mais sinon, sur tout le reste, j'ai pas été bear au mauvais moment. Le seul moment où j'ai été bear, j'ai commencé à être bear ici et j'ai pris un short ici sur lequel enfin, j'ai dû prendre un ou deux shorts sur les 2 dernières années et les deux, j'ai dû soit me faire SL break-even, soit prendre les plus gros profits de l'année. Donc sur un marché haussier, et surtout sur tout le reste, j'ai gardé mon exposition spot, j'ai buy comme un cochon au bottom, j'ai été super optimiste et j'ai respecté mes plans et tout. Donc non, moi je suis très content de moi. Et voilà, peut-être que parfois je suis pas sur vos coins, je suis pas sur les coins les plus hypants, etc. Mais voilà, enfin, tout est partagé sur le Discord. Si je me rate, enfin, si vous vous ratez, je me rate. Si je me rate, je perds de l'argent. Donc, et puis tout est partagé de manière transparente et surtout en avance. C'est pas à vous dire, ah les gars, j'ai fait plus 150% sur ça. Bon, bah, c'est cool de dire ça. Non, c'était partagé. C'était transparent. J'avais un risk management qui était associé à ça. Donc, je suis vraiment super fier de moi sur ça. Surtout qu'on a eu un marché baissier qui a été vraiment difficile. Ouais. Et ouais. Mais voilà, pour vous dire aussi un truc, parce que là, ça se passe vraiment bien en ce moment, le média et tout, ça fait plaisir, quoi. On en a chié, hein, et à chaque cycle, c'est ça. Mais tu vois, là, t'as quitté ton boulot, moi j'ai quitté mon taf, on s'est mis vraiment full time, quoi. On est vraiment skin in the game à fond, et ça paye. Et ça paye, putain. C'est-à-dire que les cryptos, ça paye. Si on vous dit non, il n'y a pas de nan, c'est dur par moment. Mais putain, ça paye et je vous invite pas à foutre la maison dessus. Moi, je vous le dis, quasiment tout ce que je possède est sur ce marché. C'est-à-dire que j'ai quasiment plus rien en banque, j'achète plus de cartes graphiques, de machin, de trucs qui décodent dans tous les sens, ça Bon, je part suis dans le pareil, marché hein. et franchement, Tous mes comment revenus, ça tous mes m'est partenariats, tous les trucs comme ça, moi j'ai fait que enfin, j'ai tout mis en Bitcoin. J'ai tout mis en Bitcoin, en Ethereum, et ensuite j'ai retail pas mal de trucs, tu vois, mais j'ai tout réinvesti dans le marché. Moi, si on me donne de l'argent, c'est pour investir plus en crypto parce que c'est vraiment un marché dans lequel je crois. C'est pas un marché qui est facile. Je pense qu'on rentre dans la phase où bah, on est content de récolter ce qu'on a semé plutôt que de semer de nouvelles choses. Mais voilà, et puis on va pas se leurrer. Si on arrive aussi à performer aussi bien, en tout cas moi, si j'ai eu un bon 12, enfin des bons derniers mois d'une certaine manière, c'est aussi parce que ça fait 4 ans et demi, voire 5 ans que je suis acharné sur le marché, même plus, ouais, que je suis là tous les jours, que je me bute à ça. Ça veut pas dire prendre 10 000 trades par jour, hein. Je prends pas 10 000 trades par jour, je prends peu de trades en réalité, mais c'est juste de l'XP, faire preuve de bon sens et bien gérer son risque et pas se mettre dans des positions qui sont difficiles à tenir psychologiquement, tu vois. Donc vraiment, moi, je suis très content de ça et je suis très content de voir qu'il y a des gens aussi qui peuvent en profiter. Donc franchement, les gars, ça fait plaisir. c'est ça. Mais de toute façon, pour ceux qui ont moins d'expérience, vous allez vous péter les dents, vous allez rater des trucs. C'est pas grave en fait, tu vois. Go next, et bah c'est pas grave, tu vois. Moi j'ai des bacs qui ont bien pris, j'ai des bacs, j'y suis resté par ego, j'aurais dû vendre depuis bien longtemps. On va pas donner les noms, vous les connaissez. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est rien, c'est du fric. Mais à la fin, et ben on se reprend et ça le fait. Et ça le fait. Et toutes les manières sont bonnes, hein. C'est-à-dire que si vous avez un boulot et que vous êtes dans les cryptos à côté, bah vous investissez ou vous tradez, vous adaptez en fonction de comment vous êtes. Léo, il est plutôt trader investisseur. Moi, je suis investisseur pour le coup. À côté de ça, bah, on est payé en fiat par des projets crypto. On peut être payé en token par des projets crypto. On vous le dit. Voilà, par exemple, le deal Starknet, c'était fiat plus crypto pour les vidéos plus articles. D'autres fois, ça va être des cryptos, des fois des fiat. On essaie d'être transparent dans la mesure du possible. Et c'est comme ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant aussi, pour revenir sur Starknet et terminer cette émission, ce concept de
les gens, ils ont participé en tant que créateurs et ils ont touché des trucs. Alors que dans la tête des gens, c'est airdrop, airdrop. Alors que je veux dire, des systèmes pour faire des sous, il y en a X sur ce marché. Mais il faut aller les chercher. Nous, on vous partage des trucs constamment. Il faut aller les chercher, ces trucs-là. Faut Et passer du il n'y temps a en pas fait, il de n'y a pas de garantie. secret. Ouais. Il n'y a pas de Et, garantie que ça a marché, mais il faut essayer. Et c'est pour ça que pour moi, trop mettre d'attente dans un ou deux projets, c'est difficile psychologiquement. C'est-à-dire que quand ça marche très très bien. Mais lorsque tu es à fond sur un ou deux projets et que tu pas ce que toi t'attendais personnellement, bah, en fait la frustration est énorme. Et c'est un peu la sensation que j'ai aussi sur Starknet, mais sur même d'autres trucs, enfin avec le jeton Stark et d'autres trucs. C'est-à-dire que moi, vu que je regarde 10 000 trucs comme toi, et que j'ai aussi fermé plein de trucs, bon bah si j'ai pas, c'est pas très grave, tu vois, de pas avoir la log que tu veux ou d'avoir certains wallets qui sont pas éligibles, etc. Parce que t'as testé plein de trucs en amont. C'est-à-dire que bon, moi j'ai eu de la chance récemment, j'ai eu TIA, j'ai eu Dimension, j'ai eu Altlayer, j'ai eu Jito. Je vais sûrement avoir d'autres choses, etc. Mais c'est parce que en background, on a testé plein de trucs et parce qu'on met pas trop d'attente dans un truc. C'est-à-dire qu'évidemment, je pourrais être déçu de certaines choses, mais parce qu'on teste plein de choses, si ça marche pas comme prévu pour un truc, en fait, ça va pas nous tuer notre cycle, ça va pas nous foutre la haine, etc. Donc c'est ça. Je pense qu'il faut essayer plein de choses. Et après, pour ce qui est de l'investissement, c'est encore différent. Là, je pars surtout des airdrops. Et dernière chose, moi je suis investi sur un peu plus d'une quinzaine d'altcoins, c'est sans doute trop, mais c'est comme ça. Quelques NFT, pour les citer, Aurorian Aurori et un NFT Cross the Ages Legacy pour ceux qui ont vraiment de la valeur, les autres ça a clairement moins de valeur. Je n'utilise pas d'application pour suivre en temps réel parce que ça me rend fou. J'ai eu ma période en 2017, les Blockfolio, les machins. Par contre, cependant, j'ai noté quelque part les tickers de tous les coins sur lesquels je suis investi. Et de temps en temps, je me dis, tiens, on va tout regarder. Je le fais une fois, mais je ne fais pas de check en temps réel de mon folio. Ça me rend fou. Voilà. C'est exactement l'expérience que j'avais eue en 2007, 2018, etc. Et je faisais la réflexion à un pote. Là, j'ai dû le faire récemment parce que j'avais pas mal d'investissements à gauche à droite et je voulais quand même me regrouper un moment. Mais en fait, déjà, on fait tellement de choses que déjà, traquer tous les wallets, traquer tous les trucs, c'est très compliqué et c'est surtout que c'est très frustrant psychologiquement. Donc moi, là, par exemple, je sais même pas combien j'ai actuellement. Je sais même pas combien j'ai sur mon folio global. Mais... J'ai une idée, voilà, mais si tu commences à refresh toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tu vas devenir zinzin. Alors après, ça peut être bien aussi d'avoir une idée quand même, parce que si c'est life-changing money, si ça peut changer ta vie, voilà, il faut s'assurer de certaines choses, comme j'expliquais. Moi-même, j'ai fait des bêtises à certains moments. Mais voyez ça comme un jeu et on avance checkpoint par checkpoint. Mais l'objectif, c'est de ne pas revenir au checkpoint d'avant. L'objectif, c'est de toujours avancer dans le jeu. Donc, essayez aussi de votre côté de sécuriser des choses pour pas vous retrouver à poil et de pas avoir trop de frustration parce que derrière, ça peut vous tuer un cycle en fait. Donc moi, c'est pour ça. Et là, on met en avant les réussites, on met en avant qu'on est content de nous, etc. Blablabla. Mais il faut pas oublier que nous aussi, on a fait des conneries. Moi, j'ai perdu de l'argent sur plein de trucs, etc. L'objectif, c'est juste de gagner bien plus sur les trucs qu'on gagne que là où on perd en fait. Et donc c'est là où la gestion de risque est importante. Parfois c'est peut-être pas très excitant de vous dire ouais, les gars, j'ai gagné 3 R, là j'ai risqué 0.5 R, j'ai ci, j'ai ça. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment comme ça que je fonctionne et que si je fonctionnais pas avec un système comme ça, je me serais envoyé dans le mur 40 000 fois en fait. C'est pour ça que la gestion du risque, c'était vraiment un mot chiant, c'est vraiment un mot de quarantenaire qui trade le CAC 40. Mais on va pas se mentir que si vous en avez pas, vous allez vous faire rect. Et tous les gens qui sont fait rect dans ce putain de marché, c'est parce qu'ils n'avaient pas de gestion du risque. C'est aussi simple que ça. Et quand je parle de gestion du risque, c'est à la fois les assets que vous détenez, mais c'est aussi où est-ce que vous les détenez. Et donc comment vous les sécurisez. Donc c'est ça qui est très important. Et même sur ça, encore une fois, historiquement, on a fait plein d'erreurs même de notre côté. Et c'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est parce qu'on n'a pas envie que vous vous retrouvez nécessairement dans des positions dans lesquelles on a été par le passé. Donc voilà, aujourd'hui, tout va bien. Et on en profite et on est content. Mais voilà, tout n'a pas été aussi beau et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention et voilà, avoir une gestion du risque à la fois sur ce que vous détenez, donc à quel point vous êtes exposé au marché, à quel point votre vie peut changer si jamais le marché va pas dans votre sens, mais aussi bien sécuriser vos assets. Et voilà, et par exemple, récemment, j'ai utilisé Rabi, tu vois, sur mes hot wallets, etc.
Et j'ai pris un peu de temps pour supprimer tous les approvals que j'avais sur toutes les applications, parce qu'au final, au fur et à mesure du temps, on approuve plein de choses et on met pas mal d'assets à risque sans même le savoir. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que je fais. Sinon, la majorité des fonds, j'essaie de les mettre sur des ledgers, de bien les sécuriser, de jamais d'avoir d'interaction avec des applications avec ça. Et quand je prends des risques qui sont un peu plus élevés, par exemple sur le risk taking, ce genre de choses, je fais de manière beaucoup plus mesurée, quoi. Et voilà, moi je dilue le risque. J'en ai sur du Ledger, j'en ai sur des hot wallets, de plein de blockchains différentes. Donc je suis sur plein de blockchains différentes. J'en ai sur différents sex. Aujourd'hui, un peu KuCoin, en vrai. C'est vrai que Binance, j'ai quasiment tout sorti. Donc je suis Parce que moi, quasiment full on-chain. je me suis pris FTX, tu vois. Les gens, ils réalisent pas ça. Mais les gars, enfin, moi, je me suis pris FTX. D'autres gens se le sont sûrement pris récemment. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur ça. Mais en ce moment, je suis en train de voir peut-être pour vendre ma claim. Je sais pas encore. Mais il y a des gens qui m'ont proposé entre 75 et 85% de ma claim en USDC payable en 72 heures. Des gens qui ont déjà racheté les claims de pas mal de gens. Et je réfléchis à ça. Je crois que j'en avais déjà parlé parce que sur Twitter, j'en parlais récemment, mais je disais que le moment où on sait qu'on va être remboursé et qu'on aura une date sur ça, il y a moyen que le marché l'anticipe. C'est-à-dire que si on sait que la majorité des gens vont récupérer leur argent, et donc il y a peut-être 5, 6, 7, 8 milliards qui vont être injectés dans le marché, et donc que les gens vont récupérer de l'argent pour racheter leur position, parce qu'a priori on va être remboursé en USD ou en euros sur des comptes bancaires, ou même si c'est en stablecoin, on va devoir peut-être acheter nos positions avec ça. Donc il y a moyen que le marché l'anticipe, et donc c'est pour ça que je réfléchis un petit peu à ça. Parce que voilà, le marché anticipe tout. Le marché a anticipé les ETF sur Bitcoin, il anticipe la halving, il anticipe les ETF sur Ethereum, il anticipe des airdrops. Je vois pas pourquoi il anticiperait pas le fait qu'on reçoive de l'argent de FTX. Donc c'est quelque chose à considérer. Après, c'est aussi possible qu'on reçoive plus que 100% à la valorisation, à la cotation au bottom que eux ils nous ont donné. C'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins dit qu'ils allaient rembourser 100% les utilisateurs à la cotation du bottom, mais s'ils ont plus d'assets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont nous rembourser plus que prévu? Est-ce qu'on va avoir d'autres assets en dehors des euros et des dollars? Donc c'est pour ça aussi que je réfléchis avant de ma claim. Est-ce que je fais pas un move de merde? Donc il y a toutes ces choses à considérer. Mais je suis désolé, c'est un peu brouillon les potes. Mais... Non, non, c'est très bien. Mais là, je pense qu'on a un bon format d'émission. Comme d'habitude, vous avez, vous avez en description les moments importants. Vous nous laissez un petit like. Le concours Bitpanda. Relancer le concours Bitpanda, effectivement. Bitpanda qu'on remercie, hein, franchement, qui est un partenaire qui nous soutient quand même très bien financièrement. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vous le savez. On a deux personnes qu'on paye, gracieusement très régulièrement, qui sont, on va dire, dans l'équipe. Et après, on a donc nos graphistes, monteurs, etc. Mais tout ça, c'est en partie grâce à Bitpanda et d'autres partenariats one-shot. Mais le fait d'avoir un récurrent, en ce moment, c'est avec Bitpanda, ça l'a été avec DYDX, peut-être ça le retournera avec DYDX. C'est vraiment important. Et voilà, quand on bosse avec quelqu'un, encore une fois, c'est pas que la taille du chèque, c'est aussi qu'on y croit, qu'on considère que c'est quelque chose de propre. Et Bitpanda, c'est pas les frais les plus bas, mais c'est régulé dans tous les sens. Pour moi, c'est le Coinbase autrichien. Si je dois dire les choses vulgairement, ils sont là depuis très longtemps. Et quand on a vu ce qui s'est passé avec FTX, c'est surtout qu'en réalité, pour s'en faire les mecs, on peut bosser avec n'importe qui, quoi. Donc c'est aussi pour ça que maintenant on a le choix des partenaires qu'on peut avoir. Et donc si on a choisi Bitpanda, c'est pas anodin. Voilà. Merci pour tout. Vous avez tous les liens utiles en description. On vous laisse laisser un petit like, un petit commentaire. Et à très vite pour des nouvelles émissions. Ciao tout le monde. Tchuss.